Bonsoir à tous et bienvenue dans le Pika Live du mois de juin. On vous a fait des petites blagues tout à l'heure, hein. J'ai popé un peu comme un petit fantôme, hein, comme Hanako-kun qui apparaîtrait de derrière une porte de toilette. Mais je vois que ça vous a fait réagir. Alors c'était juste pour voir si vous suiviez qu'on était bien en train d'attendre le début du live. Je n'étais absolument pas du tout... c'est pas une blague, hein, en fait c'était très sérieux tout ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, en plus de peut-être les blagues, la bonne humeur, il y aura énormément de choses très intéressantes qui vont vous intéresser, comme par exemple les concours, les cadeaux, parce que là vraiment on est dans la générosité. Il y aura 3 concours qui vont avoir lieu tout au long de l'émission. Évidemment on vous invite pour cela à... Comment ça s'appelle déjà? Follower la chaîne, activer la cloche s'il y en a une, parce que c'est important que vous soyez évidemment abonnés à Pika Live officiel. Hein. Je vous rappelle le nom du channel Twitch sur lequel vous êtes actuellement en train de regarder le live, pour pouvoir prendre en considération votre participation évidemment aux différents concours. Et il faudra être bien présent pour pouvoir répondre de votre présence au moment du tirage au sort et que votre nom apparaîtra éventuellement sur le chat. Et les cadeaux, croyez-moi qu'ils sont très très beaux. On va les détailler tout à l'heure. Je vous fais un petit peu le récap de comment ça se passe dans cette émission, le Pika Live. Alors évidemment, ça va être l'actualité de ce qui se passe chez Pika Édition, ainsi que de Nobi Nobi. Du coup, on va revenir ensemble sur quelques nouveautés. D'ailleurs, je suis bien curieuse, vous, la grosse nouveauté que vous attendez en juin, est-ce que c'est par hasard un certain shonen qui arrive très très bientôt? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont là pour un certain Gachiakuta ou pas? Je vous lis sur le chat, vous pouvez vraiment me répondre. Je suis là, j'ai les yeux dessus. Ah, c'est ça! C'est ça, on est sur la même longueur d'onde, je vous vois, je vous lis. Eh bien écoutez, vous allez être vraiment au bon endroit ce soir, parce qu'on va en parler un petit peu. On va parler également d'un événement qui va bientôt avoir lieu autour de cette licence, et des petits cadeaux que vous pourrez gagner aussi si vous êtes un grand fan de cette série qui va, à mon avis, cartonner. On passera ensuite sur un peu une période un peu nostalgique, en même temps forte en émotion. On va parler de l'attaque des Titans. Pour cela, je ne serai pas toute seule. Je serai accompagnée de membres de l'équipe de Pika Édition. Et on va revenir un petit peu sur cette série incroyable. On va revenir aussi sur tout ce qui s'est passé pour célébrer ce 10e anniversaire, parce que l'équipe qui sera à mes côtés a vraiment travaillé dur pour vous permettre de vivre ces 10 ans d'une manière très intense. Donc on va revenir là-dessus. Il y aura encore des cadeaux à gagner. Je vous dis que c'est vraiment le live sur lequel vous allez pouvoir vous faire plaisir si vous avez de la chance. On va revenir donc sur tout ça et sur tout ce qu'il y aura autour encore des 10 ans, puisque les 10 ans ne s'arrêtent pas. Je me rappelle encore de la dernière fois, il y a 3 mois, le dernier live. On vous parlait de l'édition anniversaire du premier volume de l'Attaque des Titans. Maintenant, il est sûrement entre vos mains déjà, puisqu'il est sorti il y a quelques temps. Et il est magnifique, vraiment, il est superbe. Et on va continuer comme ça, donc à célébrer cette 10e année de cette incroyable licence. Et évidemment, quand on sera à cette période du live, vous pourrez vous aussi vous exprimer. Je vous vois sur le chat, vous faites des petits coucous et tout. Vous êtes vraiment mignons, adorables et très polis. C'est très très bien de dire bonsoir quand vous arrivez sur le chat. Vous pourrez évidemment vous aussi donner votre coup de cœur, votre moment préféré dans l'attaque des Titans, mais ce n'est pas tout de suite, c'est encore un peu tôt. On va attendre que l'équipe édito arrive, et avant ça, on va s'occuper de l'actualité. C'est les Picactu, donc l'actualité des licences qui arrivent donc chez Pika Édition. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, donc on ne peut pas tout faire. On a fait une sélection bien entendu, et c'est l'occasion de démarrer tout de suite avec le premier concours. Le concours pour Gachiakuta, un lot incroyable qui va vous permettre de remporter le tome 1, le tome 2, ainsi que des silhouettes en carton. C'est littéralement le kit librairie de Ludo et de Engine. Donc ça, c'est, vous voyez à l'image ce que vous allez pouvoir remporter. C'est quand même grave la classe. Et pour pouvoir tenter votre chance, il va falloir écrire sur le chat « Vive les forgeurs d'âme ». Je ne sais pas si le point d'exclamation est inclus dedans, mais si avec le point d'exclamation à la fin, vive les forgeurs d'âme, point d'exclamation, les forgeurs évidemment et les âmes au pluriel, si ça peut vous aiguiller. Je vais regarder si vous écrivez ça correctement. A priori, vous étiez tous des 10 sur 10 en orthographe à l'école primaire, vous avez l'air de bien gérer. Vive les forgeurs d'âme. Le tirage au sort aura lieu tout à l'heure, à la fin de la petite présentation concernant cette série. Une série qui arrive très très bientôt, dès le 21 juin, dans toutes les bonnes librairies. Et il y aura donc un événement qui va permettre un magnifique lancement pour cette licence. Je vous le disais à l'instant, continuez évidemment à
proposer évidemment le code qui vous permettra peut-être d'être tiré au sort tout à l'heure. Vive les forgeurs d'âme au pluriel, point d'exclamation. Voilà, je vous le redis intégralement. Et on va commencer par parler de ce petit événement qui aura lieu du 23 au 24 juin. Ce sera au Pop-Up Store donc de la Crèmerie à Paris. J'ai l'adresse exacte si vous voulez commencer à vous faire des trajets pour pouvoir y aller sans faute. C'est au 45 rue Saint-Honoré dans le 1er arrondissement de Paris. Donc du 23 au 24, ce sera ouvert a priori de midi jusqu'à 20 h. Et une des choses assez incroyables que vous pourrez vous procurer sur place, c'est la couverture du tome 1 qui sera en édition limitée. Donc n'hésitez pas à aller vous déplacer à l'événement puisqu'il n'y a qu'à cet endroit et qu'à ce moment-là que vous pourrez vous procurer cette couverture en édition limitée. Je ne sais pas si on a un visuel d'ailleurs de cette couverture ou c'est encore un peu trop tôt. C'est encore un peu trop tôt peut-être, moi je m'avance, mais c'est quand j'ai des infos, j'aime bien les partager, vous comprenez. Donc ça déjà, c'est un bon point. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui vont justement aller à l'événement pour pouvoir bénéficier de ce goodies assez unique ? Parce qu'en plus de ça, il y aura bien entendu des goodies en édition limitée qui seront disponibles uniquement à l'occasion de ce pop-up store. Vous pourrez avoir vraiment une plongée immersive dans la série puisqu'il y aura également une exposition de planches de la série ainsi qu'une animation photo. Voilà, pour vous amuser avec le thème de cette série. Ah, Paris c'est compliqué, mais écoutez, pour les gens qui vont pouvoir s'y déplacer, vous allez vraiment être gâtés. Ah, je vois qu'il y a quand même des gens qui ont prévu. Voilà, qui ont prévu de faire le déplacement, c'est très bien. C'est très très bien. L'adresse est sur le site de Pika. Peut-être que juste après Google, c'est un bon plan aussi. Peut-être la crèmerie, Google Maps. Mais sinon, je redis l'adresse, 45 rue Saint-Honoré, 1er arrondissement de Paris. C'est assez simple d'y accéder. Donc, n'hésitez pas voilà, à bien noter ça dans votre agenda si vous avez envie de venir. Après, évidemment, l'adresse, en vrai, je l'ai trouvée sur le compte Twitter de Pika. Donc, vous pouvez évidemment aller la retrouver. Vous scrollez les différents tweets de Pika Édition et vous allez la voir. Il y a le détail, il y a des photos du lieu. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Vous allez trouver toutes les informations dont vous avez besoin à cet endroit-là. Et puis peut-être, voilà, Pika vous donne aussi des liens pour avoir tous les détails sur le pop-up store. C'est à la limite encore le meilleur bail, c'est de leur faire confiance, ils ont toutes les infos. Sinon, je sais aussi qu'il y aura a priori un photo booth et peut-être même un atelier pour custom un tote bag. C'est toutes les informations que j'ai, mais encore de nombreuses surprises vous attendent à cet événement, car tout n'est pas encore finalisé au moment où on vous en parle. Donc prévoyez encore des surprises. Moi, personnellement, je sais que j'irai y faire un petit tour. Donc, je pourrais vous en reparler plus tard, à titre personnel, sur mes réseaux sociaux, puisqu'il y a de fortes chances que voilà, je passe un très bon moment là-bas. Et d'autant plus que j'ai pu évidemment découvrir Gachi Akuta de mon côté et vraiment j'ai eu un très gros coup de cœur sur le titre, surtout par le dynamisme, l'intensité des planches. L'artiste est assez incroyable, hein. On parle ici évidemment de une personne qui a été assistant de Atsushi Okubo. Je parle évidemment de Kei Urana qui pour le coup a fait un travail de fou. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà vu quelques-unes des planches de la série, mais l'impact est extrême. Regardez, vous avez ici justement une des meilleures pages en fait. On voit vraiment bien le travail de perspective qui est fait, le dynamisme, l'énergie, l'intensité vraiment de tout ce qui peut se passer dans ce shonen, qui donc est un titre que l'on peut retrouver au Japon grâce à Kodansha évidemment. Ça vient du Shonen Magazine. Le Shonen Magazine, c'est facile. C'est vraiment un des magazines dans lesquels vous allez pouvoir retrouver peut-être les plus gros titres hein, qu'on peut connaître aujourd'hui. Je pense par exemple, ne serait-ce qu'à Blue Lock. Blue Lock qui cartonne en ce moment. D'ailleurs, attendez, est-ce que c'est pas... Voilà, il y a une petite serviette ici, Blue Lock. Comme on a une technique incroyable, on va pouvoir vous le montrer ici. Hein. C'est une des opérations spéciales qui a peut-être déjà commencé ou qui commence dans pas très longtemps. Pour l'achat de 3 mangas Pika, vous pourrez prendre ou la serviette Blue Lock ou la serviette Hanako-kun. Entre les deux, mon cœur balance, mais c'est vrai que Hanako-kun, c'est quand même une de mes séries préférées. En tout cas, voilà, Blue Lock, pour vous dire, voilà, c'est une des séries que vous retrouvez dans le Shonen Magazine, mais il y a aussi A Couple of Cuckoos, il y a Hitman, Orient, Seven Deadly Sins, donc vraiment des très très gros titres. Et ça ne laisse présager que du bon, évidemment, pour Gachi Akuta. Pour vous faire un petit peu le topo.
C'est donc un shonen dans lequel on va suivre un personnage qui s'appelle Ludo. Donc on l'a vu tout à l'heure évidemment puisqu'il faisait partie des personnages que vous pourrez retrouver en silhouette carton, évidemment si vous remportez le concours. Et là vous l'avez ici sur cette planche. Et le début a quelque chose de quand même très attendrissant puisqu'en fait on va être face à un orphelin qui a quand même un père adoptif mais il n'a plus de parents et il est vraiment marginalisé. Les gens de son village le détestent vraiment profondément, ils ne veulent pas s'approcher de lui. Ça vous rappelle peut-être d'autres grandes histoires de shonen. Mais en tout cas, de son côté, évidemment, il va vivre un très très grand drame dès le début du récit parce qu'il va se retrouver complètement orphelin à nouveau. En fait, il va voir son père adoptif, excusez-moi, mourir sous ses yeux. Et il va être accusé du crime et il va du coup être envoyé dans les abîmes parce qu'en fait dans cet univers totalement fantastique, totalement inventé et imaginaire, vous avez compris la ref sur le chat, je vois que vous êtes très très bon ce soir, et en fait il va dans cet univers être condamné. Car en fait, on ne supporte pas les crimes comme par exemple le meurtre. C'est totalement impossible à accepter. Du coup, tout simplement, on tue les gens qui ont commis des meurtres. Et pour les tuer, on les jette dans l'abîme. Donc c'est une espèce de vide infini complètement noir. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, mais très rapidement dans l'histoire, on va découvrir qu'il y a vraiment quelque chose derrière puisqu'il va tomber dans une espèce de grande décharge et là on va découvrir que en fait il venait du monde d'en haut, qu'il y a le monde d'en bas, le bas monde d'ailleurs pour reprendre exactement les termes du manga et ça va être vraiment là le début des aventures de notre cher Ludo qui dès le début vraiment vous accroche très très fort parce que déjà l'artiste est incroyable au niveau du trait, du dessin, vraiment les traits de caractère du personnage principal, moi ils m'ont vraiment beaucoup marqué. Je sais pas si pour vous c'est un peu pareil. Mais vraiment, il accroche bien. C'est un très bon personnage principal. Il a pour moi toutes les qualités pour incarner un bon héros de shonen en tout cas. Et donc il va lui arriver tout plein de trucs. Je ne sais pas jusqu'à quel point je peux vous raconter parce que finalement, comme il y a les 2 premiers tomes qui vont sortir en même temps dès le 21 juin, en fait on apprend énormément de choses sur cet univers et là je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée de la part de Pika Édition de proposer les 2 premiers volumes parce qu'avec un seul, je reconnais, vraiment j'avoue qu'on n'a pas assez. On n'a pas assez d'éléments pour comprendre dans quoi on met vraiment les pieds alors que là, en fait avec 2, vraiment, ça régale. Mais oui, voilà, on a les bonnes références. Je vois que vous êtes très intéressé justement par le fait que cette personne a été assistant du grand maître Okubo, évidemment. On va retrouver quelque part, effectivement, un peu l'énergie. On va retrouver quelques similitudes avec d'autres travaux de Okubo. Donc, si vous êtes fan, effectivement, de son travail, je pense que vous allez totalement accrocher à Gachi Akuta. Parce que vraiment, c'est la même énergie. Moi, je suis une grande fan de Okubo aussi. Et du coup, j'avoue que ça m'a fait quelque chose de me dire que quelque part, c'est un héritage. Il y a quelque chose vraiment qui continue du coup à travers une nouvelle génération d'artistes. Voyons voir un petit peu quels sont vos avis sur le chat. Je vois que vous avez des personnages que vous aimez bien déjà. Ça commence à balancer des noms de persos. Mais je suis d'accord. Engine est très très bien aussi. Alors, je pense que ça se prononce Engine, je ne suis pas tout à fait sûre exactement. Donc là, vous avez une page qui vient du tout début de l'histoire où on nous explique aussi un autre aspect hyper intéressant de cet univers-là. C'est que ça va parler beaucoup finalement d'écologie en un sens. On va parler du fait de jeter les objets, de les considérer comme des déchets, alors que ce sont des objets qui pourraient encore servir. Donc il y a quand même un petit message subliminal à travers ça. Et surtout que notre héros, au tout début de l'histoire, avant de basculer dans le bas monde, en fait, un de ses hobbies, c'est d'aller dans les décharges et d'aller récupérer justement les objets qui sont encore utilisables et de les rafistoler pour qu'on puisse à nouveau les utiliser pour leur donner une nouvelle vie. Donc quelque part, là, il y a déjà un bon message. On est sur quelque chose de très positif, sauf que ce qu'il fait, c'est considéré comme un crime. Décidément, il n'a pas de chance, le pauvre Ludo. Il va enchaîner les soucis. Voilà, on va le traiter de vandale, exactement comme c'est indiqué sur la planche. Et il va récupérer cette petite peluche en forme de lapin qui va rafistoler. Et là, peut-être, vous allez être comme moi, mais mon petit Kokoro, il a subi dès le début. Je le sentais venir gros comme une maison. Mais ça fait quand même mal parce que y a un petit personnage féminin qu'on voit au tout début. C'est un petit intérêt amoureux, mais du début. Elle s'appelle Chiwa. Elle est gentille comme tout, au départ. Et
ça va pas forcément très bien se passer. Après, je vois que Captain Deven parle des décharges, comme dans une autre œuvre, effectivement. Je pense qu'il y a des inspirations qui viennent d'un petit peu partout. On est aujourd'hui à un moment où, dans le manga, il y a eu tellement de grands cartons. On peut parler vraiment de l'histoire du manga avec des œuvres références. Et je pense que toute inspiration est bonne, surtout si on arrive à récupérer les éléments et à les incarner à sa sauce. Et je trouve que l'artiste le fait vraiment très bien. Normal de s'inspirer, hein, on est d'accord là-dessus. Alors, Dame Esprit Lisse, la série, a priori, est toujours en cours au Japon. Par contre, c'est une bonne question, je ne sais pas combien il y a actuellement de volumes. Il y en a déjà 6 de sorties, on me souffle du côté droit. C'est très pratique, on souffle avec le regard. Donc, il y en a déjà 6 de sorties et je vois que vous avez aussi la réponse sur le chat. Vous êtes tous au taquet. C'est peut-être vous qui allez me donner plein d'infos. Moi, je vais vous poser des questions et vous allez me donner les réponses, peut-être. C'est déjà pas mal. Il faut savoir qu'on est sur un magazine de prépublication hebdomadaire, donc en plus le rythme de publication est quand même très intense. Là on n'aura pas un volume par an, on va avoir un volume tous les 2-3 mois maximum, donc il y a fort à parier évidemment que du côté de Pika Édition, on va garder un rythme aussi soutenu en termes de publication, comme c'est le cas pour Blue Lock et pour toutes les autres séries qui viennent de magazines avec une publication hebdomadaire, bien évidemment. Et non, on n'a pas de retard trop. On est quand même dans un rythme assez intéressant juste après le Japon. Ça reste encore très bien. Ah bah, je vois qu'on peut nous donner des petits liens intéressants. N'hésitez pas évidemment à aller soutenir l'artiste. Il y a Ryan, ou Ryan, peut-être Ryan, qui vient de partager l'Instagram de l'artiste donc Kei Urana. N'hésitez pas à aller follow. Moi aussi, je vais le faire. J'irai voir le replay tout à l'heure et j'irai aller follower l'artiste parce que ce qui est super intéressant dans ce genre de circonstances, c'est évidemment de pouvoir voir des travaux, des croquis, ce genre de choses qui est hyper intéressant et que vous allez pouvoir découvrir, un petit peu vous familiariser avec son style qui... Pour le coup, vraiment, moi, m'a bien tapé dans l'œil. Il y a un côté très charbonneux dans son dessin, si vous faites un peu attention. Et un des détails aussi que j'aime bien, c'est quand on a des traits vachement épais pour faire les contours des personnages, des objets. Je trouve que ça leur donne une espèce de relief et un dynamisme supplémentaire. Et moi, j'avoue que je craque facilement sur ce genre de petits détails. Est-ce qu'il y a une ref à Bleach? Alors, écoutez, je ne sais pas. Attendez, il faut que je revoie la couverture du tome 1. Mais est-ce que j'ai la couverture de... Est-ce que j'ai une rêve de Bleach pour ça? Tu ferais référence à quoi exactement? Parce que là, je vois la couverture. On dirait un quiz. Je regarde l'équipe de l'autre côté. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Voilà, vous cherchez forcément à comparer à d'autres gros shonen et on peut comprendre, puisqu'a priori c'est un shonen aussi, mais... je pense que la compo aussi est toute intéressante en elle-même sans avoir besoin de comparer forcément trop. Ah, c'est un rapport au chapitre 1, oui, tout à fait. Gardez bien en tête d'ailleurs les gants que porte notre héros, hein, Ludo, parce que ces gants sont incroyables, ils sont hyper importants. Rappelez-vous bien de ce que je vous ai expliqué par rapport aux objets qu'on jette, hein, les objets qui ne servent à rien. Eh bien, ces objets-là, quand on leur donne de l'importance, quand on s'en occupe bien, on dirait un message pour moi et les millions d'objets que j'ai dans ma maison, mais il peut se passer des choses très cool. J'essaye de ne pas trop vous en révéler, mais vraiment en toute honnêteté, ça vous transporte dès le premier volume en fait. On accroche tout de suite aux différents personnages qu'on nous propose de découvrir et vraiment, ils sont tous intéressants. Hein. Comme Engine, oui je sais Engine, vous arrêtez pas de balancer Engine sur le chat, mais Ludo est très sympa aussi et pas que, franchement, il y a tout type aussi de morphologie pour les personnages, hyper agréable de se dire que c'est pas juste une coupe de cheveux ou des lunettes qui vont faire la différence entre tel et tel perso. Là, ils sont tous complètement différents, donc c'est vraiment hyper cool. Ils ont leur propre personnalité. Et Shobotai, bah, par exemple, peut-être un peu plus quelque part, mais ça c'est en même temps parce que voilà, c'était l'assistant, donc fatalement, il y a, je pense, une forte inspiration. Donc vous avez compris, c'est une œuvre qui va, je pense, bouleverser un petit peu toute la scène shonen. Je la trouve vraiment hyper cool. J'espère qu'elle arrivera à vous convaincre autant qu'elle m'a convaincu et il va être temps de faire le petit tirage au sort. Le premier tirage au sort de l'émission pour savoir qui va remporter le lot. Je vous le rappelle, qui se compose des 2 premiers volumes de la série, ainsi que des petites silhouettes en carton. Hein. C'est le kit librairie, vous aurez Engine ainsi que Ludo. Le tirage au sort a été fait ou pas encore? Il ne va pas tarder. Attention, on est dans le suspense ici. Hein. On croise fort les doigts en espérant que l'un d'entre vous puisse être gâté, bien évidemment.
Ah, c'est le roulement de tambour. Si on pouvait rajouter un son, un roulement de tambour, ce serait pas mal aussi. On a un chien qui... On peut faire un chien qui aboie. Demande à quelqu'un de faire le chien. Je croyais qu'on avait un bruit de chien. Désolée. Ah, le suspense, là, il est là. Ils sont tous en train de... Ils ont mis des petits tambours. J'ai vu des petits tambours. Il y a l'emoji tambour sur le chat. Ah, et vous avez entendu un bruit de chien? Ah ouais, c'est moi j'ai entendu. Car ils sont là en mode... Ça, c'est pas un chihuahua. Hein. Qu'est-ce que c'était comme bruit de chien que vous avez mis? C'est un gros Rottweiler. Alors attendez, mais est-ce qu'entre-temps, au milieu de tous ces tambours sur le chat, il y a eu un pseudo qui est passé? Voilà. Vu que ça a l'air d'être un suspense particulièrement insoutenable, on va vous laisser la surprise par chuchotement peut-être, parce qu'on va enchaîner évidemment avec la suite du programme. Il y a encore d'autres nouveautés dont il faut absolument qu'on parle, et même un petit unboxing finalement, puisqu'il y a un très joli collector que vous allez pouvoir retrouver très très bientôt en librairie. Donc bravo effectivement à la future gagnante ou le futur gagnant, ce sera un petit chuchotement. Voilà, mais n'hésite pas à manifester ta joie sur le chat, qu'on sache qui c'est. Même moi, je suis curieuse. Mais voilà, ce sera fait incessamment sous peu. Et il y en a qui savent tout à fait de quel collector je parle. Effectivement, vous êtes bien au taquet. Ce qui nous permet, en l'occurrence, j'espère que c'est pas trop tôt, de lancer le deuxième concours. Est-ce qu'on peut y aller? On me dit que c'est bon, top départ pour le deuxième concours. Alors attention, les cadeaux, ça y va très très fort. Ici, vous allez pouvoir remporter, regardez-moi cette petite dinguerie, un lot avec le premier tome de Hug Me Please, ainsi que le tome 4 de Windbreaker, très bon titre aussi que j'aime beaucoup, avec un petit standy qui l'accompagnera, Bibliophile Princess, le tome 2, avec un petit bloc-notes à l'effigie de la série. Vous allez aussi pouvoir profiter du premier tome de Yokai War Guardians avec du coup une petite serviette. Enfin, elles sont pas si petites, hein. On vous a montré les serviettes, elles sont pas si petites que ça. Il faudra choisir du coup un des 3 modèles, celui qui vous plaît le plus, avec celui évidemment qui sera disponible du côté de chez Nobinobi, à savoir la serviette Horimiya. On peut refaire un plan sur les serviettes si vous voulez voir un petit peu la taille que ça peut représenter. Et je vais vous les remontrer rapidement pour remporter, du coup, voilà, où vous avez le choix entre Blue Lock et Hana Cocoon. Et sur le canapé, vous avez Horimiya, voilà, juste un tout petit peu plus bas. Voilà, la grande serviette. Elles sont grandes en fait, hein, quand même. C'est cool pour l'été, ça, c'est vraiment des bons plans. Et pour pouvoir tenter de remporter, et vous avez déjà le mot, vous aviez déjà bronzé en mode manga. Point d'exclamation, c'est bon, vous avez bien mis le point d'exclamation. Et bien du coup, c'est bien. Vous avez tous été très très au taquet. On ne sait toujours pas qui est le premier gagnant, mais c'est pas grave. Ça va me permettre du coup de pouvoir vous présenter rapidement, avant que nos invités arrivent tout à l'heure, dans pas si longtemps finalement. Donc le collector, c'était l'idée. On va commencer par le collector, vous allez voir. Le collector de l'Atelier des Sorciers, cette petite pépite qui possède un collector, vraiment, mais depuis son tome 1. Et je suis tellement déçue parce que moi, j'ai pris le train trop tard. Moi, j'ai commencé à lire l'Atelier des Sorciers à partir du volume 4, enfin quand le volume 4 était sorti. Donc évidemment, j'ai commencé par le tome 1, pour les gens qui n'auraient pas compris ce que je voulais dire. Mais les 3 premiers volumes, il n'y avait déjà évidemment plus de collector à disposition. Du coup, voilà, on cache ça ici. J'ai presque tous les collectors, mais pas les 3 premiers. Et c'est quand même un manga pépite. Donc ici, vous avez cette très jolie couverture qui est là, voilà. C'est la couverture collector du tome 11. Vous avez du coup comme particularité avec cette édition collector d'avoir, il me semble, si je ne me trompe pas, une jaquette réversible. Je vérifie, mais voilà, tout à fait. La jaquette réversible, je vous la montre ici. Du coup, ça vous permet de ce côté-là d'avoir la couverture classique du tome 11, si vous préférez, par exemple, pour harmoniser votre bibliothèque. Si, comme moi, vous avez raté des collectors. Mais Osef, hein, j'avoue, je garde quand même le côté des collectors bien mis en avant. Attendez, je remets tout ça bien comme il faut. Comme ça, on respecte vraiment l'objet. Voilà, regardez comment c'est très joli aussi de ce côté-là. C'est vraiment Kamome Shirahama, elle est juste phénoménale. C'est vraiment... Oh, mais en fait, ça brille même un petit peu, on dirait. Ou alors, c'est l'effet des lumières. Peut-être que c'est l'effet des lumières, parce qu'avec juste mes yeux, je ne vois pas ce que je vois à la caméra. Ça sublime le manga. Et nous avons, du coup, ici, vous allez voir, un
petit artbook. Alors, j'ai vu d'ailleurs un petit peu sur les réseaux sociaux que ce type de goodies, les petits artbooks comme ça qui accompagnent les mangas, c'est parmi les goodies préférés des gens qui achètent des collectors. Donc, vous êtes totalement servi. Si vous pouvez le voir à la caméra, peut-être ça ne se détecte pas trop, mais ce n'est absolument pas une couverture en plastique, hein. On est ici sur une couverture dure avec en plus une toile tissée par-dessus. Donc il y a vraiment un très bel, on va dire, effet un peu livre ancien, grimoire, ouais aussi, mais il faudrait que ce soit beaucoup plus gros. Je vous montre l'arrière ici et je vais vous montrer un petit peu aussi l'intérieur, bien entendu. Vous êtes tous en train de bronzer en mode manga pendant ce temps-là, mais je vois qu'il y a des gens qui sont quand même très contents de découvrir en détail, du coup, ceux qui composent ce tome 11 collector de l'Atelier des Sorciers. Regardez comment c'est joli. Oh, ils sont trop mignons. Alors, vraiment, ils sont adorables. J'essaye d'être le plus droite possible par rapport à la caméra. Peut-être une autre... bah voilà, regardez. Oh, les illustrations sont sublimes. Regardez-moi tous ces petits personnages qui sont là. Donc c'est un petit artbook avec tout plein d'illustrations qui bah voilà, feront plaisir évidemment aux fans de la série. Et il n'est jamais trop tard pour commencer l'Atelier des Sorciers. N'hésitez pas à les découvrir avec le premier volume. C'est vraiment une petite pépite. C'est magnifique. Je suis très très fan de cet artiste. Et on vous a montré du coup voilà toute la particularité de ce tome 11 collector, sachant qu'il n'est que 4 € plus cher que l'édition normale. Donc n'hésitez pas. Voilà, il est vraiment magnifique. Peut-être que tout à l'heure, il manquera un tome 11 collector au sein de Pika Édition. On verra. Voilà, c'était incroyable. Vous l'avez vu, c'est très très joli. Ensuite, on va parler d'une sortie que personnellement, j'attends énormément. Il s'agit de... Forcément, il est déjà disponible ici. Moi, je ne l'ai pas chez moi, mais... Ah, lui aussi, on dirait que c'est une toile tissée. Mais non, c'est un autre travail. Comment est-ce qu'on appelle ça? C'est gaufré? Non, non, non. Il y a du vernis sélectif aussi sur le nude model, mais là en fait c'est un peu bah, le même effet que toile tissée, mais sauf que ce n'est pas de la toile tissée. Et donc c'est très 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 bien fait. J'avais pas eu l'objet en main avant, ça me fait quelque chose, hein, je vous avoue. Ici avec nude model qui sortira dès le 14 juin, donc dans pas très très longtemps, on est sur un recueil de travaux de Yamaguchi Tsubasa Yamaguchi, qui est évidemment, vous l'aurez reconnu je pense, un petit peu au style de la couverture. L'autrice de Blue Period. Il y a une inspiration aussi, hein, évidemment, à l'intérieur de cet ouvrage, où on va retrouver 3 histoires, la dernière étant un peu plus longue. Et là, vraiment, c'est pas pour les enfants. Voilà, réservé à un public averti. On est sur des thématiques extrêmement dures, extrêmement fortes. Je ne recommande pas ça aux gens qui préfèrent lire des petites choses mignonnes, comme le titre dont on parlera juste derrière, par exemple, qui là, pour le coup, lui, sera très, très mignon et adorable, il faut le dire. Là, on va quand même aborder des sujets assez sensibles. On va se retrouver dans la première histoire avec justement le personnage qu'on voit ici en couverture, littéralement nude model, car on va se retrouver au lycée avec des étudiants qui font de l'art plastique. Tiens, ça vous rappelle quelque chose? C'est pas surprenant. Et on va suivre, on va dire, un petit groupe de délinquants dont le héros qui est ici fait partie, et il va, voilà, comme tous les adolescents, dire des bêtises. Ils vont faire un espèce de pari un peu nul, mais qui va déclencher du coup cette petite histoire qui va finalement prendre une tournure très intéressante, parce qu'en gros, il y a une jeune fille qui fait de la peinture, vous pouvez la voir ici, et le gage, ça va être que notre héros la fasse craquer au bout de 3 jours. Et quand je dis qu'il la fasse craquer, on n'est pas sur un truc mignon, kawaii, choupinou, non, il faut que il couche avec elle, voilà, pour être cru, hein, pour dire les choses clairement. Et c'est à ce niveau-là que je vous dis que c'est quelque chose de très réaliste aussi, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte des fois, dans les histoires qu'on lit, les textes sont un peu lissés de temps en temps, je trouve. Il y a une certaine violence verbale des fois dans les propos, surtout chez les jeunes en vrai. J'avais oublié, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas été jeune, mais c'est vrai que on va pas hésiter des fois quand on est entre potes à vraiment être parfois extrêmement vulgaire et extrêmement violent dans sa manière de parler, et là ils le sont. Là ils le sont de ouf. Donc vraiment ça fait vraiment très terre à terre à ce niveau-là, et donc ils vont essayer de mettre en place ce petit défi qui du coup ne va pas se passer comme prévu, parce que en fait notre héros en allant
vers elle en essayant de la charmer en quelque sorte, et ben en fait c'est peut-être lui qui va finalement être pris au piège. Et en fait il y a un rapport au corps qui est hyper intéressant aussi, puisqu'en fait il va poser nu pour elle, et elle n'est pas du tout dans des délires particuliers, elle ne va pas s'émoustiller particulièrement de voir ce garçon nu, mais lui ça va lui faire quelque chose et ça va le faire beaucoup réfléchir. Donc c'est des questionnements qui sont assez intéressants et c'est peut-être l'histoire avec la conclusion la plus douce que j'ai lue sur ce recueil, puisque la deuxième histoire, quant à elle, va être un petit peu plus dure. Attendez que je me rappelle juste du titre pour voir... ah oui, une fille. Alors lui, il est très très dur. Une fille, il est vraiment très très dur. Je vous invite à aller le découvrir par vous-même parce que ça se passe encore au lycée, mais là, on va y voir des choses vraiment... Là, c'est très violent. Il y a une tentative de viol, il se passe des choses vraiment très... Et c'est graphiquement assez violent, mais ça reste esthétiquement très beau. En fait, c'est ça qui est assez incroyable avec Tsubasa Yamaguchi, c'est que comme vraiment c'est quelqu'un qui a étudié l'art, ça se sent, en fait, elle va pas vous faire des choses sales et crues. En fait, il y a toujours un regard, il y a toujours une perspective qui est intéressante, même dans les moments les plus effrayants, parce que vraiment, mon cœur a palpité, mais de frayeur sur cette deuxième petite histoire. N'hésitez pas, hein, évidemment, à aller le découvrir si c'est le genre d'histoire où vous sentez que vous pouvez être à l'aise. Et la dernière, la plus longue, je vous invite tous à venir un jour sur un de mes lives perso. J'ai envie qu'on en parle de cette troisième histoire. J'ai pas compris la fin, j'ai pas compris l'interprétation. J'ai plein d'idées différentes, mais si vous l'avez lu, voilà, quand il sortira à partir du 14 juin, en vrai, peut-être que j'en ferai la review sur mon émission Le Cri du Mochi et on pourra en parler parce que vraiment, c'est très particulier. Mais c'est une des histoires que j'ai le plus aimées puisque du coup, ça parle de vampires. Et là aussi, c'était vraiment très très cool. J'adore sa manière de nous narrer des histoires, surtout que dans celui-là, on va être dans quelque chose d'un peu plus mystérieux, presque un thriller finalement, avec toujours une relation un petit peu particulière entre les deux personnages qui vont souvent être un garçon et une fille hein, dans cette histoire. Mais c'est toujours hyper intéressant, je trouve que c'est très fin, que ça va toucher pile poil où il faut. Et puis le rapport aussi aux vampires que nous fait Tsubasa Yamaguchi est vraiment très intéressant. Car moi j'aime bien, vous savez, l'univers du vampire, le lore du vampire, selon l'artiste qui l'utilise, c'est toujours très très différent. Et sa manière à elle de le mettre en place, je l'ai trouvée intéressante. Mais comme je vous le dis, la toute fin, je comprends pas. Quel est le message exactement? Donc si à l'occasion vous venez me voir sur mon live perso pour qu'on parle de la fin de ce recueil, moi je veux bien recueillir vos avis parce que vraiment je pense qu'il faut qu'on les confronte. Je pense qu'il faut absolument qu'on les confronte. Mais vraiment, je vous le redis, pour public averti, il y a des choses très violentes dedans. Et du coup, si vous avez lu ça, derrière, il faut un petit peu penser le Kokoro, bien évidemment, avec Bibliophile Princesse. Alors, c'est un titre qui n'est pas nouveau, c'est le tome 2 hein, qui va sortir ce mois-ci. Hop, je me permets aussi de scroller mes informations, que je ne regarde finalement quasiment pas, j'ai vraiment bien travaillé, tout est dans ma tête. Mais Bibliophile Princesse, voilà, c'est du bonbon, c'est un titre, alors pour le coup, pas chez Pika Édition, hein, c'est chez Nobinobi, mais... c'est une petite pépite. Voilà, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'avoir le tome 1 entre vos mains, mais il est vraiment très joli, les dessins sont magnifiques. Et puis c'est un travail conjoint, puisqu'à l'origine, vous le savez sans doute, il s'agit ici d'un light novel, en tout cas d'un roman, donc c'est un travail main dans la main entre la mangaka ainsi que donc la créatrice d'origine. Et il y a même aussi quelqu'un qui s'est occupé finalement du chara-design, donc c'est peut-être pour ça qu'on est sur un travail de qualité. Est-ce qu'il y aura des goodies pour les shoujo? Et justement, petit rappel du coup sur le concours, puisqu'a priori ça a l'air d'être important de le faire, on va le faire maintenant. N'hésitez pas, on est actuellement donc en train de vous permettre de gagner plein de cadeaux, bronzés en mode manga, point d'exclamation. C'est le code à taper sur le chat pour gagner des cadeaux. Et donc le lot qui vous fait vraiment quelque chose de vraiment très 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 large hein, en termes de thématique. Il y a le tome 1 de Hug Me Please, le tome 4 de Windbreaker avec un petit standy, Bibliophile 2 qui est ici. Donc allez acheter le 1 si vous ne l'aviez pas déjà et que vous remportez le concours. Hein. Le 2 est ici entre mes mains. Il n'est pas encore sorti. C'est un privilège de l'avoir entre mes mains. Il y aura le petit bloc-notes. D'ailleurs, en fait, le goodies, il est ici. Je peux vous le montrer. Regardez, il est là.
C'est le petit bloc-notes, le petit goodies que vous pourrez peut-être remporter. Le truc idéal, voilà, si vous avez des millions de choses à lister, que ce soit les courses, que ce soit votre liste d'achat de manga Pika, je ne sais pas, par exemple, hein, je fais des suggestions, évidemment. Donc voilà, c'est très mignon. Je trouve que ce genre de petit goodies, c'est plutôt sympa. Et voilà, c'est un bloc-notes offert, hein, c'est marqué à l'arrière. Je vous parlais de Bibliophile Princesse, qui est un très bon titre aussi, mais dans un registre totalement différent. Quand je vous disais qu'on a brassé large, on a commencé l'émission en vous parlant de Gachi Akuta, qui est donc un super bon shonen. Derrière, on vous a présenté le petit collector hyper mignon de l'Atelier des Sorciers. Là aussi, c'est quand même un univers totalement différent et très cool aussi, mais beaucoup plus doux. Ensuite, on a parlé de Nude Model. Alors là, pour le coup, Nude Model, c'est un peu plus trash quand même dans l'idée. Donc vraiment, on va un peu dans tous les sens. Et pour le coup, Nude Model, c'est un titre qui vient de l'Afternoon. Hein. C'est un magazine de seinen. Donc pour le coup, c'est normal. C'est normal, voilà, tout ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Et il est vraiment très bien, mais très particulier, très différent. Et ici, avec Bibliophile Princesse, je crois que normalement, j'ai noté la petite info, évidemment, de quel magazine il vient. Il vient du Comic Zero Sum. Il est publié en manga depuis 2018 et vous savez que dans ce magazine, on peut retrouver un autre de mes titres préférés, Saison Maudite. Saison Maudite de Asuka Konishi, qui pour le coup est une autrice que vous pouvez retrouver chez Pika Édition. Et ça fait extrêmement plaisir. Donc Bibliophile Princesse, pour vous narrer un petit peu quand même le début de l'histoire, qui concerne du coup pas trop le tome 2, mais plutôt le premier volume, on va se retrouver non pas dans un isekai, hein, c'est pas du tout un isekai. Ici on va être dans un univers, pas forcément d'heroic fantasy d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas forcément de magie à proprement parler, mais dans un univers dans lequel voilà, il y a des royaumes, des princes, des princesses, des ducs, des comtes, un petit peu voilà, tous les niveaux de noblesse qu'on peut retrouver, vous imaginez un petit peu au vu des planches que vous voyez. Et on a notre héroïne qui est ici, qui s'appelle Eliana, qui est littéralement un rat de bibliothèque, qui adore les livres, mais apparemment c'est une spécificité de sa famille, les Bernstein. Ils sont tous pareils apparemment, et en fait ce qui était très amusant, c'est ce rapport à la lecture, ce rapport au livre, parce que du coup, si vous êtes fan de manga et que vous lisez du manga ou n'importe quoi d'autre finalement, bah, vous savez que pour lire, il faut trouver du temps et c'est un temps qu'on consacre à ça. Et bah, pour elle, en fait, c'est vraiment capital. C'est-à-dire que plus elle peut avoir de temps et ça va être vraiment pour le consacrer à sa lecture. Et ça m'a fait un petit quelque chose à moi-même finalement de me poser la question de mais oui, c'est vrai que par rapport à mon propre rapport à moi, à la lecture de manga, bah, c'est un temps que je dois trouver, c'est un temps privilégié d'ailleurs avec mes lectures. Donc c'était presque comme franchir le 4e mur quelque part. Et donc notre Fana de lecture, elle va être approchée par le prince du royaume, et pas n'importe lequel, hein, le number one, hein, celui qui devrait normalement devenir roi plus tard. Et en fait, il lui explique que sa vie, c'est compliqué. Hein. On lui demande de rencontrer plein de potentielles prétendantes pour devenir reine. Ça l'agace un peu et du coup, il voudrait lui proposer un petit marché pratique, à savoir devenir sa fiancée, comme ça, lui, on l'embête plus. Et elle, de son côté, elle n'aura pas besoin de participer à des tonnes de bals et de galas pour pouvoir, elle aussi, devoir trouver fatalement un mari de par son titre de noblesse. Donc, finalement, c'est un arrangement qui va bien fonctionner, qui va bien marcher, parce que pendant plusieurs années, bah, ils vont être fiancés et évidemment, hein, vous imaginez bien qu'il y avait une petite carotte au bout. Il lui a proposé dans cet échange de profiter de la bibliothèque du royaume, enfin la bibliothèque royale on va dire, qui se trouve dans le palais et genre il y a quasiment personne qui a le droit d'y accéder, donc c'est un privilège de fou. Et elle, en fait, elle est vraiment dans une curiosité constante, elle veut savoir plein de choses, elle lit des tonnes d'ouvrages et des ouvrages qui vont lui être extrêmement utiles justement pour la suite de l'histoire. Donc c'est vraiment très mignon, ça se lit vite, ça se lit bien, et il y a des petites surprises, c'est vraiment cool. Tous les personnages sont hyper intéressants, très attachants aussi, même là, il y a une méchante qui débarque à un moment donné, je vous le dis, il y a une méchante, dans le premier volume en tout cas. Elle fait bien la méchante. Elle fait bien la méchante parce qu'on n'a vraiment pas envie de l'aimer. On n'a vraiment pas envie de l'apprécier. Et donc, Bibliophile Princesse, sachez qu'il y a aussi un animé qui existe, qui pourrait vous permettre aussi d'avoir une approche différente de cette œuvre. Après, vous le savez, en général, quand l'œuvre originale est un roman,
Souvent, c'est du roman en fait que s'inspirent les animés ou les mangas. Hein. C'est pas le manga, je pense, qui a donné naissance à l'animé. Donc, ce sera peut-être une vision un petit peu différente de cette œuvre Bibliophile Princesse qui compte déjà actuellement 8 volumes de sortie au Japon. Donc, c'est une série qui continue encore. Donc, il y a encore des choses à nous raconter sur les aventures de cette future princesse. Hein. Ils ne sont que fiancés dans le premier tome, mais normalement, il y a plein de petites réponses qui devraient arriver dès le 2e volume parce que il y avait un cliffhanger à la fin du tome 1. Ça, c'est pas surprenant, je sais. Donc voilà, on vous a fait vraiment un petit tour de table dans des univers totalement différents. Et avant d'arriver, on va dire, au tirage au sort de ce 2e concours, j'aimerais juste préciser, parce que du coup, j'ai regardé quand même un petit peu tout ce qui allait sortir sur le mois de juin du côté de Chippika, et j'ai noté que du coup, ce mois-ci, je crois à la fin du mois, on va quand même avoir la fin d'une série, et d'une série que je trouve quand même importante. Je ne sais pas si vous connaissez Love and Lies, mais il y a le 12e tome qui va sortir à la fin du mois. Ça conclut la série, et en fait, ça m'a bouleversée de me dire que ça y est, il y avait la fin de la série, parce que c'est une des séries qui m'a le plus chamboulée dans ma vie. J'ai eu beaucoup de mal à lire cette histoire, parce que ça me tiraille le cœur. Ça me tiraille le cœur. Donc sachez qu'à la fin donc de ce mois, vous pourrez découvrir la fin de l'histoire. Et si j'ai bien compris, il y a 2 tomes 12, il y a peut-être 2 fins différentes. Voilà, je ne me suis pas aventurée trop loin, mais il est fort possible que ce soit ça. Et peut-être que du coup, mon cœur sera apaisé de savoir qu'il y a 2 fins différentes. Et nous allons procéder du coup au tirage au sort de ce 2e concours. Incessamment sous peu, petit bruit de chien. On va me remettre le chien. Attention. Ah, il faut monter le potard et... Vous qui êtes présents sur ce live, hein, notez bien ce bruit de chien, ça sera le running gag pour les prochains lives Pika. Hein. Demandez toujours le bruit du chien au moment de la révélation du tirage au sort, s'il vous plaît. Ce sera notre son à nous, ce sera entre vous et moi. Donc, pour ce 2e tirage au sort, en attendant du coup que... Ah si, ça y est, c'est bon. Les gagnants du second tirage au sort sont Asox ainsi que voilà, Black Racco et Juklemen. Vraiment, bravo à vous. Vous remportez du coup, je vous rappelle, un incroyable lot qui est composé du tome 1 de Hug Me Please, Windbreaker le tome 4, le Standy, Bibliophile 2, le Bloc-Notes, Yokai Wars Guardians tome 1 et ainsi qu'une serviette de plage. Évidemment, il faudra voir ça du coup avec les gens de chez Pika Édition pour définir quelle serviette vous voulez sur les 3 disponibles. Et nous allons pouvoir passer à la suite du programme de cette émission. On passe donc sur le focus. Le focus. Coucou! Ça va? Et nous sommes de retour, c'est le focus incroyable. Je suis maintenant plus toute seule, je suis en compagnie de Mehdi, qui est évidemment directeur éditorial de Pika Édition, et l'incroyable chargé de com, c'est le rayon soleil de Pika Édition. Même si Marine aussi, t'as vu, et avant qu'elle réagisse, je l'ai vu au ralenti faire quoi? Il y a de la jalousie déjà. Je me suis tournée vers elle tout de suite, Camille, qui est à nos côtés, pour parler aujourd'hui de l'Attaque des Titans. C'est une série phénomène, que ce soit évidemment en manga, que ce soit en animé. C'est vraiment une série incontournable aujourd'hui qui va au-delà évidemment des fans de manga. C'est le grand public qui s'est emparé de cette série. J'ai d'ailleurs ramené un petit goodies personnel. Voilà, je tenais à vous le présenter. C'est un objet totalement fait. Je l'ai appelé Levi.
C'est un art. Qu'il apprécie la comparaison. Bah, tu sais, il aime faire le ménage. Alors, je ne sais pas. Je me suis dit qu'il aimerait bien le poser quelque part. C'est un objet à moi, officiel. Arpakasso, c'est une espèce de petite mascotte japonaise. Et ils ont fait une collaboration avec l'Attaque des Titans. Donc, c'est un petit bataillon d'exploration alpaga, très mignon et qui vit à mes côtés depuis quelques temps. Et c'est un cadeau qu'on m'avait fait parce qu'on sait que j'aime beaucoup l'Attaque des Titans. Il y a aussi ce petit cadre que j'ai ramené. J'ai ramené ma maison. J'ai ramené ma déco à la maison, littéralement, pour vous montrer que je crois que j'aime un petit peu cette série aussi. Par contre, évidemment, ces items que j'ai montrés ne sont pas à gagner dans le concours, absolument pas. Non, non, non. Pour le concours, quand même des très beaux cadeaux. On les a d'ailleurs. Pas que je veuille les voler, hein, c'est absolument pas ça que j'avais en tête. Mais ils sont derrière. Eh ben, on va pouvoir les voir, c'est parfait. Puisque dans le lot que vous allez pouvoir gagner à partir de maintenant, vous avez une tasse des 10 ans de l'Attaque des Titans. Vous avez un tome anniversaire 1, hein, voilà, le premier tome 1 dont on avait déjà parlé lors du dernier live. Vous avez d'ailleurs ici, voilà, le petit visuel qui vous montre tout. Vous avez le sac, le tote bag des 10 ans, ainsi qu'un petit carnet aussi qui l'accompagne. Et pour cela, il faut taper... Ah là, vous l'avez pas encore, hein. Tout à l'heure, vous m'avez eu, mais vous l'aviez pas encore. Un anniversaire titanesque, point d'exclamation, pour tenter de remporter ce lot tout à l'heure, quand on fera le tirage au sort. Et avant de commencer à parler de cette incroyable licence qui, je pense, vous a tout autant impacté que nous tous ici présents, bien évidemment. On va parler un petit peu de l'actualité par rapport à ce qui arrive encore, parce qu'on est dans la 10e année et l'anniversaire est loin d'être terminé. Il y a donc une tournée qui est organisée, qui va commencer incessamment sous peu, à partir du 14 juin. Notez bien, puisque pour une fois, ce n'est pas qu'à Paris. Je ne vais pas me déplacer moi, mais les équipes de Pika, bien évidemment, vont vous mettre en place tout plein de choses très intéressantes dans différentes librairies du 14 au 17 juin. Je vous donne un petit peu quelques informations. C'est la tournée anniversaire qui continue. Le 14 juin, ce sera à la Fnac de Bercy. Donc là, oui, effectivement, c'est à Paris. Le 15 juin, ce sera aussi un peu dans Paris, presque, effectivement, Cultura des 4 temps à la Défense. Le 16 juin, ce sera à la librairie Bulle en Stock à Amiens. Et le 17 juin, ce sera au Furet du Nord à Lille. Il y aura pas mal de choses qui seront mises en place. Vous les connaissez par cœur ou je lis mon petit texte ? Interro surprise. Je sais qu'il y a des chouettes activités, dont une fabuleuse machine à pince que j'ai hâte de tester moi-même à Japan Expo. Alors ça, c'est le truc quand je l'ai vu dans le listing. Donc ça veut dire que ce sera dispo à Japan Expo. Là, il y a une petite exclue en fait, il y a une révélation là. Il fallait pas m'interroger. Oubliez. On n'est pas au courant. On n'est pas au courant. Mais en tout cas, effectivement, il y aura une machine à pince, ce qu'on appelle au Japon le UFO catcher, avec voilà la petite main qui tombe et qui des fois attrape pas trop. Mais là, a priori, vous repartez gagnant quoi qu'il arrive. Il y aura des petits badges, des porte-clés, des standees, plein d'autres petits cadeaux évidemment aux couleurs de la licence. Donc ça fait extrêmement plaisir à retrouver. Vous aurez aussi une exposition avec 9 panneaux explicatifs et introductifs pour plonger dans l'univers de la série. Vous aurez une borne photo aux couleurs de la série, peut-être une petite photo avec un des titans dans l'idée. Votre préféré sera peut-être présent. Il y aura des silhouettes aussi grandeur nature de Mikasa et Eren, histoire de voir où est-ce qu'on se situe par rapport à ces deux personnages. Je me demande si Mikasa est petite par exemple. Et vous aurez aussi des silhouettes du combat entre le titan cuirassé et le titan de Eren de 2 mètres de haut. On ne pouvait pas faire la vraie taille. C'était pas possible, mais ça promet aussi de se faire des petits souvenirs, de prendre en photo les silhouettes et de faire des petites pauses amusantes. C'est le genre de choses en tout cas qu'on aime bien faire. Et il y aura des petits quiz, il y aura des petites animations et des petits cadeaux à remporter avec les partenaires comme par exemple Abystyle, Célio ou encore All the Anime. D'ailleurs, dans cet anniversaire finalement qui continue, une des opérations qui a pu être mise en place, c'est justement ce cadre que vous voyez ici. Alors pas le cadre, je l'ai pas acheté, c'est pas partie du truc, hein, c'est juste ce qu'il y a à l'intérieur. Mais vous avez ce tirage d'art qui est magnifique, qui a été fait en collaboration entre donc Kodansha, bien entendu, et Image dérisoire. Voilà, j'ai scrollé trop lentement. Image dérisoire qui a fait un travail fabuleux. L'objet est très très beau et en plus il y en a un nombre très limité, donc en fait on vous le montre et on vous en parle. Je ne sais pas s'il en reste. N'hésitez pas à aller checker rapidement pour pouvoir en profiter s'il en reste encore quelques-uns. En tout cas, l'objet est magnifique, hein. Je l'ai eu. Je l'ai encadré. Je suis allée acheter en magasin un cadre. J'ai pris les dimensions. Faites comme moi, l'objet est trop beau. Hein. Dans un salon, ça en jette. Surtout avec. De disparaître.
Quoi? Si tu veux, je te donne les rêves du cadre. Mais pas plus, c'est trop après. Tu prends le cadre et je prends le doudou. Je te laisse le doudou. La malnuage. C'était pas moi la plus dangereuse en fait ce soir. Je menaçais de partir avec un collector de l'atelier des sorciers en fait. Échange si tu veux. Qui hyper au change. On sait pas. On sait pas. Cacher le trou dans le mur. Oui, si vous avez un trou dans le mur, écoutez, quelque part ça a du sens avec le personnage de l'attaque des titans. Parce que le mur porte un nom. C'est la question aussi. C'est la question. Parce que je ne cesse d'utiliser des références à des murs Maria, etc. tout le temps, dès que je suis face à des obstacles insurmontables. Ça, c'est un mur Maria. Alors pourtant, voilà, on sait que c'est un mur qui s'est fait vraiment défoncer facilement. C'est terrible. Et donc, maintenant qu'on vous a expliqué un petit peu tout le programme, les cadeaux, etc. Donc on vous rappelle une dernière fois qu'il y a un concours actuellement, voilà, sur lequel vous pouvez participer sur le chat. N'hésitez pas à taper la petite formule magique, un anniversaire titanesque, point d'exclamation. Je vous rappelle quand même qu'une seule participation est nécessaire. Hein, normalement, l'ordinateur n'a pas besoin que vous tapiez 50 fois le texte. Hein. C'est une seule participation est suffisante. Nous allons pouvoir maintenant parler ensemble de l'attaque des titans, de cette série, parce que évidemment, si elle a réussi à conquérir le cœur des gens bien au-delà de la sphère du manga, c'est parce qu'il y a des thématiques incroyables, des révélations, un scénario fou, et on est forcément bousculé, on est forcément, que ce soit dans l'émotion, mais en tout cas une rage ou autre chose, on est vraiment totalement immergé à l'intérieur de cette lecture, très 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 gros impact, et évidemment vous n'y avez pas échappé, vous aussi en tant que personne qui travaillait finalement assez proche de la licence. Est-ce que vous pourriez me dire tous les deux, chacun votre tour évidemment, quel est pour vous peut-être le moment de la série qui vous a le plus chamboulé? Peut-être Camille en premier. Okay. Comme ça, pas interro surprise, tu as le temps de réfléchir. Soleil, de Pika, J'aurais dû dire qu'il était aussi un rayon de soleil. Il n'y a qu'un seul soleil, hein, par contre. Elle en rajoute une couche. On va ton anecdote sur la hauteur, là. Moi, c'est dans le tome 22 où il voit enfin la mer pour la première fois. Et où, en fait, on voit vraiment la différence entre, au tout début de la série, où quand il parle de la mer, ils l'idéalisent, ils ne savent pas ce que c'est, et ils l'associent vraiment à la liberté. Et en fait, quand ils arrivent devant, et on voit le changement complet de Eren, qui dit qu'en fait, voilà, la liberté, c'est pas ça, et la liberté, c'est d'aller derrière la mer, d'aller tuer tout le monde, et là, peut-être qu'ils l'auront à ce moment-là. C'est vrai que c'est un moment en plus très paisible quelque part, mais en fait, il y a une violence sous-jacente derrière les propos. Il y a une vraie violence dans les mots. Ça, c'est le moment où tu as vraiment le plus fort pour toi. Ouais, pour moi. Et toi, Mehdi, du coup? Je trouve en tout cas que c'est un super choix, effectivement. Moi, je vois souvent les couvertures de l'Attaque des Titans comme des espèces de checkpoints scénaristiques. Ouais. C'est-à-dire que même si on n'a pas lu l'Attaque des Titans, juste en regardant les couvertures des 34 tomes, et limite, on nous raconte une histoire. Je pense que sur ça, Isayama, il est super fort. Et je crois que ce tome-là, c'est peut-être un des plus perturbants. Parce que là, effectivement, il n'y a plus de murs qui tiennent. C'est très, comme vous dites, apaisant, poétique, puis en même temps, ça va être le début de la vraie guerre. C'est un peu le calme avant la tempête. C'est vrai que là, on est sur un gros checkpoint, mine de rien, de l'histoire. Peut-être que c'est un peu tard d'ailleurs pour dire, on va spoiler un peu. Mais je me demandais si tu avais annoncé ça. Non, mais après, c'est pas... Pour moi, les vrais spoils, ils arrivent vraiment plus tard parce que ça encore, tu vois, on est sur un moment de l'histoire où il y a plein de gens qui ont déjà lu depuis longtemps, enfin, ça fait longtemps. Après, je me dis... Les moments, c'est vraiment les très gros chamboulements scénaristiques, c'est quand tu te dis « Oh mon Dieu, ils nous ont retourné le cerveau » et que 2 volumes après « Oh mon Dieu, ils nous ont encore retourné le cerveau ». Ça arrive quand même bien plus tard parce que c'est après ça justement qu'en fait on découvre ce qu'il y a de l'autre côté, du coup quand tu parles justement de faire la guerre. Donc est-ce que vous avez tous lu l'Attaque des Titans? Sinon c'est le moment de partir. Vous pouvez juste mettre mute parce qu'on vous met quand même des jolies planches. Et vous ne comprendrez pas hors contexte. Vous ne pouvez pas comprendre. On peut essayer d'en parler sans trop dire. Essayer de s'arranger. Je vérifie, mais quand même a priori là, on est bien. Ils ont tous, on n'est que sur des bons élèves. On n'est que sur des bons élèves. Vu et lu, c'est bon. Là, la totale, le package, très bien. Je ne suis pas à jour. Ah, mais à quel tome es-tu? Si t'en es au 30, ça va. A priori, ça va quand même. Sinon, par sécurité, peut-être mute un petit peu, parce que là, on va parler un petit peu de l'œuvre, des moments très impactants, et fatalement, il y en a certains, ils sont à des moments
proche de la fin, entre guillemets. On parlera même un petit peu de la fin, c'est ce qui est prévu en tout cas dans mon programme, mais peut-être qu'on peut essayer d'être un peu plus flou sur les détails. C'est totalement envisageable. Ah, j'ai vu l'animé, mais pas le manga. Il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Ouais. Ah, on sait où s'arrêter. On sait où s'arrêter dans les révélations. Comment n'avez-vous pas fait le petit saut? Il était facile, hein, c'était les 2 derniers tomes qu'il fallait lire derrière. C'était pourtant simple. Ah, ça c'est la couverture, voilà, qui colle à ton souvenir le plus marquant dans l'histoire de cette série. Mais du coup, Mehdi, tu t'as pas donné le tien? Non, alors après, j'en ai plusieurs, mais tu parlais du tome 30, c'est vrai que ça fait partie des... En fait, c'est incroyable ce tome, la révélation qui, comme tu disais, là, nous retourne le cerveau, très clairement. C'est dur de... Qu'est-ce qu'on fait? On y va un peu? On spoil un peu ou... En fait, il y a des personnages cachés leur jeu depuis vraiment le tout début. Oui. Et ce tome-là est une révélation que, en fait, tout était prévu par Isayama. Et depuis le début, l'ennemi n'est pas vraiment celui qu'on croit. C'est-à-dire que là, il y a un jeu de marionnettiste qui est juste incroyable. Et ça m'a tellement traumatisé que vraiment, véridique, ce tome-là, pour la petite histoire, quand j'ai refermé, je l'ai relu après. Je ne suis pas passé au 31 tout de suite. C'était trop choquant, il me fallait une deuxième lecture. Mais genre, c'est pas je finis la série puis j'y reviendrai. Quoi. Il y avait trop d'informations et il fallait tout réimprimer encore une fois pour être bien sûr d'avoir tous les éléments. Il mérite 2 lectures d'affilée. C'est comme ça que je le vois. Et là aussi, il y a une énorme couverture qui fait qu'il y a une rencontre incroyable entre le héros, Eren, et la grande ancêtre. Quoi. Celle par qui tout a commencé. Donc c'est vrai que c'est intéressant, on se penche aussi sur ce personnage-là, cette entité-là, je sais pas comment vraiment la définir, qui est le point de départ en fait de toute cette histoire, de ce mystère, de tous ces mystères, tout ce qui est l'attaque des titans. Voilà, et puis il y a beaucoup d'émotions parce que voilà, il y a des personnages qui se sont fait duper, ouais, je sais pas comment dire. Ce tome 30, c'est celui qui m'a le plus marqué scénaristiquement. Quand on parle là de rebondissement, quand on parle de... Isayama nous a surpris, Isayama nous a berné, et en plus il nous avait donné des clés, mais genre... dès le début. 28 tomes avant, 29 tomes avant, on avait déjà des clés. Tout prend son sens avec ce tome 30. Donc voilà, ça c'était mon choix, vraiment numéro 1. Meilleur souvenir de lecture. Le foreshadowing, incroyable de Isayama. Exactement. C'est vraiment... Alors, il y a beaucoup de gens, évidemment, ont beaucoup plus réagi sur les réseaux sociaux avec ce passage dans l'animé que finalement à travers le manga. J'ai moins vu ça sur les réseaux sociaux quand le tome 30 est sorti. Ouais. Mais là, évidemment, avec des screens partout, de tous les côtés, avec des gens qui entourent en rouge. Regarde à cet endroit-là, en fait, il y avait ce détail et tout. Tu fais waouh, waouh. Donc, le foreshadowing incroyable de Isayama, et tout le monde a pu le constater, c'est effectivement donc toi, Mehdi, le truc qui t'a le plus chamboulé, finalement, impacté dans cette série. Voilà, scénaristiquement, et puis également par rapport au découpage, comment en fait Isayama traite les scènes, et cette espèce de mise en scène de cases là comme ça qui tombe dans la planche toute noire, parce que on est un peu dans un espèce de grand flashback de 192 pages dans ce tome-là. Et c'est voilà, ces planches qui sont un peu comme des éclats de verre, comment il maîtrise ça aussi, ça a contribué au choc, vraiment. Meilleur tome. Mais j'invite du coup les gens qui nous regardent à éventuellement partager aussi leur moment le plus incroyable, le plus impactant sur la licence L'Attaque des Titans. Ça risque de défiler un peu vite, mais si j'arrive à en lire 2-3, ce sera très cool. Juste pour partager le mien rapidement. Ouais. Moi aussi j'en ai des tonnes. Hein. J'en ai plein. Il a fallu choisir, c'est dur. C'est dur de choisir. Parce qu'en fait finalement c'est toujours ça. C'est le foreshadowing qui va être systématiquement le moment où je vais avoir le mind blow. Parce que un des premiers moments, c'est quand on découvre que le papa de Eren, il avait une autre vie. J'étais là, c'est une telenovela, qu'est-ce que... Quoi? Il avait une autre famille. On a menti. Comment? Donc ça, c'était vraiment le premier point. Et effectivement, après, ça a été un enchaînement de révélations qui ont été incroyables. Et je me rappelle avoir poussé un cri au moment où il y a eu... C'était beaucoup plus long après dans l'histoire, mais je revenais pas de cette page, cette compo, en fait, où il y a, tu sais, Gabi qui tire sur Eren. J'essaie de positionner un peu la scène, mais dans le flou, pour qu'on donne pas trop de détails. Mais en gros, il y a une scène où un personnage qui s'appelle Gabi tire sur notre héros. Et en fait... c'est un long moment où
on se dit « Oh mon Dieu, non, comment c'est possible ?» Et en fait, il se passe pas tout à fait ce qu'on s'imagine. Oh, vraiment, c'était incroyable. C'est dans le tome 30, hein, c'est au tout début du tome 30. C'est au début, c'est au tout début du tome 30, avant... Car c'est ce qui va donner après tout le flashback géant. Exactement. C'est ce moment où tout s'arrête. Où il rattrape... Tous les mèmes sur Internet. Bah oui. Incroyable, dans le foot et tout. Tu vois, Mais c'est marrant. Je crois que j'ai vu un mélange entre Blue Lock et ça aussi. Ah ouais? Je crois que j'avais vu un mème passer, j'étais Le là. crossover improbable. Mais tu voulais dire, Mehdi? Non, en fait, ce qui m'a fait marrer, c'est quand tu dis que tu as poussé un cri. J'ai poussé un cri. En fait, c'est marrant parce que je pense que c'est une des séries où tu te surprends à... Moi, je parle en fait devant le livre, genre, what? Genre, attends. Comme ça. Et des fois, je me surprends à faire ça et franchement, il n'y a pas beaucoup de mangas qui procurent une espèce de réaction. C'est clair. C'est un peu la honte. Hein. Je suis pareil avec les animés, je suis pareil avec tout. Je suis très vocale en fait, comme personne. Mais vous l'aurez remarqué, vu que mon travail c'est animatrice. Donc quelque part, ça fait sens. Il y a donc des gens qui ont répondu un petit peu pour donner eux aussi finalement leur gros moment de chamboulement dans cette histoire. Il y a par exemple Oleos Twitch qui dit des cases mystérieuses qui ont pris tout leur sens dans les derniers tomes. Donc on est encore là aussi sur plutôt c'est vraiment la fin qui nous chamboule énormément, évidemment. L'attentat de Eren, vraiment très bizarre de le voir passer comme méchant. Ce moment où il y a un basculement, effectivement. Comme le dit Pika Live, on est toujours en mode spoil. Continuez à mute si vous n'avez pas rattrapé le moment où Eren retourne Armin sur la table. Ah oui. C'est vrai. C'est vrai que... Il lui fait pas une clé de bras ou un truc comme ça. Enfin, il y a un truc assez violent, genre qu'est-ce que tu fais à ton, ça surpote. ton ami quoi. C'est vrai que ça surprend énormément ce passage. Écoutez, merci d'avoir partagé un petit peu vos moments entre guillemets préférés. C'est pas tout à fait ça, mais on comprend la révélation des deux guerriers. Mais oui. On est tous connectés, on se comprend là-dessus. Et justement, en parlant des guerriers, c'est aussi des combats. C'est aussi des combats incroyables, des mises en scène. On sent qu'il y a une petite vibe un peu MMA quelque part. Vous n'en trouvez pas? Complètement. Je dis ça comme ça, en glissant ça comme ça, mais... On sent que tu t'y connais bien, là, le MMA. C'est un truc que tu... Vous avez un manga sur le MMA. Mais après, je m'y connais pas vraiment. Je m'y connais pas vraiment MMA. Mais du coup, j'ai vu des trucs. Et en connectant avec les infos et tout, je me dis... J'ai vu des trucs passer et ça semble ressembler un petit peu. Quelle est votre scène favorite, votre combat préféré dans l'Attaque des Titans? Pareil pour le chat, comme ça, allez-y. Moi, c'est vraiment mon domaine, pour le coup, la violence. Qu'est-ce que tu nous révèles sur toi? Voyons. Merde. Non, moi, du coup, c'est le combat, effectivement, entre le cuirassé et Eren en mode titan. Voilà, effectivement, c'est la couve du tome 11. Donc c'est ce même visuel, je pense un des visuels préférés de l'équipe marketing. On l'utilise très souvent tellement il est impactant. Et d'ailleurs, c'est ce visuel-là, la silhouette dont tu parlais. Qu'on aura de 2 mètres de haut aux événements. Oh, elle est surpuissante et elle illustre, pour moi, c'est une des meilleures représentations des scènes de combat qui sont dans l'Attaque des Titans. Et tu parlais de MMA. Alors, bon, après, je te taquinais, mais il n'y a pas besoin de s'y connaître pour vraiment apprécier la chorégraphie des combats. Mais en vrai, Isayama est passionné de ça. Ah, d'accord. Et on a pu le confirmer en lui en parlant directement en plus. Donc, c'est juste impressionnant de réalisme, comme il s'inspire en fait de combattants existants, de style de combat, là, le crochet qu'on voit qui est asséné par Eren, qui vise clairement, mais quelle composition, vise clairement le menton du cuirassé, c'est vraiment pour viser le chaos directement. Il est passionné par ça, et il l'a retranscrit vraiment à la perfection dans ses planches. Et moi, j'apprécie particulièrement ce combat-là parce que tout est vraiment chorégraphié. C'est un peu Eren en plus qui prend sa revanche contre le cuirassé parce qu'à la première rencontre, il s'était fait martyriser. Et là, c'est lui qui prend l'ascendant en étant très technique. C'est-à-dire que c'est pas du tout un combat de bourrin. Ils se mettent des grosses pêches, mais il y a aussi des prises de soumission, des clés de bras, des étranglements, même des amenés au sol. Tout ça est intimement lié au MMA. Et moi, pour la petite anecdote, ce que j'adore faire, c'est essayer de reconnaître justement les combattants qui l'ont inspiré, reconnaître un peu les styles de combat et de fantasmer un peu comme ça. Ça, c'est amené au sol, c'est quelque chose qu'on peut vraiment voir dans les tournois et dans les combats. Et comme je disais, on a eu la chance de passer un peu de temps avec lui. On a vraiment eu ces moments privilégiés. Et
et du coup, il m'a donné des petits tuyaux, il m'a donné des noms d'athlètes que je n'avais pas reconnus parce qu'il voyait que j'étais à fond comme lui, quoi. Donc voilà, ça c'était un moment assez chouette de passer avec lui. Et vraiment, voilà, moi j'ai commencé par parler du tome 30 parce que c'est ce qui m'a le plus marqué, vraiment les rebondissements et comment il orchestre son scénario. Mais les phases d'action, je pense qu'elles sont à mettre au même niveau que les rebondissements scénaristiques, quoi. Donc, ouais, franchement, voilà, là, exactement. Il y a après, Eren qui part en. Comme en on technique dit, de Sayama, il soumission sait et pas autres, dessiner, les gens sont fous là. Bah, C'est je incroyable, sais pas, il y a quand même ils une sont maîtrise peut-être allés- de l'anatomie qui est Complètement. dingue. Et le dynamisme, c'est-à-dire que là, on comprend très bien le mouvement. C'est extrêmement dur de retranscrire ces techniques. C'est-à-dire que là, on voit le mouvement des jambes qui enserre le cou et le bras du cuirassé. Rien n'est fait par hasard, quoi. Donc, on sent vraiment la tension, on sent vraiment... et puis voilà, moi, vraiment, pour en regarder, je trouve que c'est hyper bien retranscrit. Donc, non, Isayama, clairement, c'est dessiné depuis le début, hein. Voilà, les gens chouinent sur les visages un petit peu, mais... Ouais, après, on aime ou on n'aime pas. Je pense qu'il y a des choses qui... C'est aussi ce qui a fait partie du succès, je pense, c'est que c'était tellement loin des codes du manga à cette époque-là. Les gens, je pense, étaient surpris. Maintenant, je trouve qu'on a de plus en plus de mangas comme ça, avec de l'audace graphique, avec des choses qui ne sont pas forcément balisées comme ce qu'on a l'habitude de lire. Donc, mais ouais, là, franchement, ce qu'il arrive à faire, le mouvement qu'il arrive à faire est incroyable. La fameuse scène de guillotine choke, comme on dit. Mais quelle maîtrise du Écoute, vocabulaire. c'est pas grand-chose, en vrai. Vous savez pas ce qui se passe à Editopika, hein? Ah bah, écoutez... On n'a pas fait les chiffres qu'il fallait. Allez au suivant. Quoi? Non, c'est moi qui prends les prises. Mais ouais, non, voilà, franchement, c'est vrai que on n'a pas l'habitude de voir ce genre de combat aussi bien orchestré. C'est pas juste des gros titans qui se mettent des grosses pêches et qui détruisent la ville. Il a vraiment eu ce soin-là aussi. Donc c'est vrai que puis en animé, ils l'ont vraiment très bien retranscrit aussi, je trouve. Donc voilà, comme moi on parle de scènes d'action, j'aurais pu citer les tout derniers tomes où voilà, c'est tout à fait épique, c'est l'Armageddon, c'est incroyable. Mais là, je trouve que ce face-à-face entre Eren et le cuirassé, voilà, ça fait partie des meilleurs souvenirs de lecture, personnellement. Ouais, c'est vrai que les pages sont magnifiques et sont incroyables. Les impacts énormément, même sans lire le texte qui l'accompagne, hein, vraiment, c'est juste la puissance de la page qui éclate. Exactement. Les mouvements, les traits de vitesse, bien sûr, autour, même les onomatopées, on dirait qu'elles participent au mouvement du corps, tu vois, c'est Complètement. hyper bien maîtrisé. Ouais, non, rien que de voir les planches, ça me donne envie de relire. Il va repartir en lecture. Franchement, ouais, ah non, excellent. Et du coup, Camille, de ton côté, est-ce que tu as eu un combat qui t'a vraiment impacté comme ça? Moi, j'ai bien aimé le combat dans la forêt entre Eren et Annie. Ah ouais. Alors, je sais plus quel tome c'est. C'est vers le début. Tome hein. 7-8, je Ouais, crois. c'est un petit peu avant ça, il me semble. Tome 7-8, le titan féminin qui est... ouais. C'est vrai que c'est pas mal du carrément tout, ça. bien se taper. Ouais, et ce passage-là, il est très puissant aussi. le cadre de la forêt aussi Joue est beaucoup. super chouette. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est un gros combat aussi. Moi, j'aime bien aussi les combats en fait où c'est vraiment les humains contre les titans. Je les trouve incroyables, pas pour les mêmes raisons, mais je les trouve incroyablement bien orchestrés, car ils sont même presque plus spectaculaires de temps en temps en termes de stratégie, parce que au tout début de l'histoire de l'attaque des titans, enfin le titan c'est l'ennemi imbattable, et en fait après on découvre que il y a moyen. Donc, après, quand on voit vraiment la maîtrise, justement, pour pouvoir venir à bout d'un titan, quand on commence à avoir des titans qui ne sont pas juste là en mode zombie, ça devient plus compliqué. Et en fait, Isayama, je trouve qu'il arrive vraiment à développer ça hyper bien et ça rend le combat super intense. On est vraiment, on frétille de tourner la page d'après, mais qu'est-ce qui va se passer? Et il y a des surprises des fois. Il y a des surprises. Alors ça, il y en a plein. Beaucoup. Après, c'est vrai que moi, comme j'aime beaucoup Levi, j'allais dire, on pense à Levi, on pense à Levi tout de suite. Parce que ces humains-là, c'est vrai, comme tu dis, on se demande comment ils peuvent gagner, malgré leur mécanisme et leurs armes, et peut-être qu'ils sachent où taper.
on se dit quand même, non, c'est perdu d'avance. Et quand on voit ce que certains arrivent à faire comme Levi, là, c'est charisme, puissance. Ouais, parce qu'il fait genre des trucs tout seul. Il Disney, fait quoi. allez-y, je veux dire, Genre, celui-là. ouais, allez-y, je m'en occupe, seul. Il est trop fort. Levi, j'espère que tu peux faire aussi bien. Tu les mouches au moins, fais quelque chose. Pas très utile. Est-ce qu'il y a des gens du coup qui ont parlé de quelques combats sur le chat? Levi contre le bestial. Oui. Oh là là. Non, mais comment il arrive au bestial? Ce parcours pour arriver jusqu'au bestial aussi, incroyable. Ce Truc de combat, malade, il était incroyable. Merci de l'avoir rappelé, Nausicaa, je suis sur le d'accord. chat. Mais oui, mais C'est totalement. quand un humain insuffle la peur à un titan. Je trouve que c'est là que tu le ressens Ouais. vraiment. Oui, parce qu'il vraiment, il a peur en Ah plus. ben là, Il c'est y a la un plan première sur fois son qu'il se visage, il dit, fait. mais je vais mourir en fait là. Ça Il pue, sait. Non, franchement, sait. c'est énorme ce passage-là, je suis Ouais, d'accord. c'est vrai que ce passage, il était incroyable. Le combat colossal vs Eren, Titan et Armin à Shingashina. Est-ce qu'on peut parler de combat? C'est pas un peu à sens unique contre le colossal? Alors, je réfléchis, mais... En tout cas, c'est Mais oui, son combat c'est préféré. spectaculaire, ouais. C'est le combat préféré de Kyojin Manga. Reiner avec son fusil dans la bouche. Ah, c'est juste c'est autre chose. C'est dans le chat, ça? C'est dans le chat ou c'est une petite... Non, c'est Pink RVA qui dit que c'est sa scène préférée. Mais du coup, j'ai non. cru que c'était un combat. Mais un combat contre un fusil dans la bouche, c'est autre chose. Un combat contre lui-même, probablement. C'est un autre délire. Effectivement, cette scène incroyable aussi en animé. Mais alors laquelle? Tout ce qu'on dit, c'est ça. Tout ce qu'on dit, ce sont des combats très cool. Ah oui, bah, tout le monde a validé Levi contre le titan bestial en Ouais. mode oui, oh là là, ce combat était vraiment fou. Ouais. Les révélations sur les Ackerman, on n'est pas sur des combats. Que- Ah, après, ça pose la petite question sur effectivement la retranscription du nom justement du personnage Levi, qui effectivement, je crois, elle est différente sur l'animé, elle est différente sur le manga. Et je crois que sur un troisième truc, mais du coup, je ne vois pas quel peut être l'autre support sur lequel il y a encore une autre manière d'écrire. Mais je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'il y a une explication basique C'était en fait avant même que l'animé sorte, c'était voilà un choix éditorial à l'époque et voilà, c'était juste aussi pour signifier que c'était un prénom masculin. Voilà, c'était vraiment un choix éditorial à l'époque avant même que l'animé soit mis en branle. Très bien. Bah voilà, comme ça répond un petit peu à la question pour les gens qui se la posent encore aujourd'hui, parce que bah, mine de rien, c'est vrai que ça fait très longtemps. Et effectivement, normalement, le concours est toujours d'actualité. Hein. Il y a quelqu'un qui dit « Oh, j'arrive trop tard pour le concours ». Bah non, a priori. Vous pouvez toujours tenter de participer en tapant la petite phrase « Un anniversaire titanesque » sur le chat et vous remportez tous les petits cadeaux qui sont là si vous êtes tiré au sort. Pour cela, il faut évidemment rester jusqu'à la fin du live parce que bah, du coup, le tirage au sort aura lieu à ce moment-là. Donc, mine de rien, c'est dans pas si longtemps. Il ne nous reste plus que 30 minutes pour parler de l'attaque des Titans. Et il y a encore pas mal de choses à dire. Comme par exemple, la scène préférée qui symbolise la profondeur folle des personnages. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé finalement des protagonistes en soi, mais... il y en a qui sont tellement incroyables parce que, en fait, souvent dans une série, on va voir un personnage et il va rester, entre guillemets, fidèle à lui-même tout du long. Et il ne va pas tant changer que ça, il évolue vers quelque chose de meilleur. Mais là, j'ai l'impression qu'on ne suit pas du tout les codes classiques. Ici, avec cette série, c'est pas du tout le cas. Et tous les personnages qu'on rencontre dès le début de l'histoire, ils vont vraiment partir dans des directions assez inattendues. Peut-être pas tous. Qu'à ça. mais d'autres, c'est vraiment pas le cas. Donc vous, par exemple, sur justement cette manière de changer complètement de cap finalement pour un personnage, c'est à quel moment et quel personnage qui vous a le plus retourné le cerveau là-dessus? Alors moi, je crois que c'est toujours dans le même tome 22. Ton tome préféré? Pareil, c'est le 24 d'après mes notes, mais Ah bon, j'ai des notes. Ah ouais. Et c'est peut-être pas la même scène du coup. Non, c'est peut-être pas la même scène. J'ai changé. D'accord. Ah, c'est pas prévu. Ça panique en régie, je vous le dis. Il rigole, mais nerveusement. C'était pas prévu, ça, Camille. Eh ben, c'est un retournement de scénario comme Isayama ici. Ouh
Désolée, c'est parce qu'il y a un je me rayon de souviens plus soleil ce que sur la j'avais coupe. dit au départ, mais du coup, celle à laquelle je pense maintenant, Dis-moi. c'est quand on voit Eren qui baise la main d'Historia. Ah oui. Et où d'un coup, en fait, ses yeux et son regard et tout son visage changent du tout au tout. Ah oui, parce que comme il la touche, ça déclenche... Ouais, voilà. Et en fait, à ce moment-là, on comprend revient. pas du tout ce qui se passe, on sait pas, et on saura que bien Au après, tome 30, au tome je 30, crois, ouais, hein, c'est ça. bien ça. Quand on voit les souvenirs, et là, ils expliquent pourquoi il a fait cette tête-là. C'est le moment où ça vrille. Ouais. Complètement. C'est vrai. Et d'ailleurs, cette planche-là que tu décris, elle était à l'exposition à Angoulême. Donc on a pu admirer l'original. Et ouais, non, j'avoue, c'est une des peut-être des planches les plus marquantes. Où il y a beaucoup de mystères derrière. Tout s'explique bien plus tard, mais ouais. On se demande si on a encore affaire aux héros qu'on connaît quand on voit ça. Au moment où on voit ça, effectivement, on se dit juste tiens, c'est bizarre, j'ai cru voir quelque chose. Ah oui, effectivement. Sinon, si tu veux savoir ce que tu avais dit, parce que c'est une scène assez sympa en fait aussi. Camille du passé n'a pas dit ça. Moi, j'aime beaucoup aussi ce plan parce que du coup, je me rappelle, j'étais pas bien en regardant ce passage. C'est la tentative de suicide de Reiner. En fait, je crois que c'était moi. Ah, c'était toi? Ça me rassure. Ah, c'est bon, en fait. C'est parce qu'en fait, sur le truc d'avant, il y avait marqué Camille. Et du coup, j'ai cru que ça s'enchaînait. Il n'y avait pas de prénom. C'était donc toi, le mystérieux. C'est la révélation. Je croyais que c'était un bug tout à l'heure. Dans le chat, du coup, quelqu'un a cité cette scène. Avec Reiner et le fusil dans la bouche. Donc ouais, c'est ça qui pour moi symbolise le plus la profondeur des persos. En fait, ils sont attachants ces personnages. C'est clair qu'ils ont une évolution qui est inoubliable. Mais qu'est-ce qu'ils dégustent? Isayama vraiment les malmène beaucoup tout au long de l'histoire. Et je trouve que c'est Reiner qui en prend le plus plein la tronche. En plus, c'est le titan cuirassé, donc quelque part, il est censé encaisser tout ce qui arrive, mais il y a un moment donné, ce moment précis où il tente de se suicider, et ben il peut plus donner le change. Il est vraiment submergé, et là, du coup, on prend conscience de tout ce qui pèse sur ses épaules, et on se dit qu'il va passer à l'acte. Et moi, je me souviens, j'ai sûrement dû pousser un petit cri là aussi, genre, fais pas ça, enfin, voilà, un truc comme ça, parce que ça allait trop loin. D'ailleurs, petit aparté, là, je vois les cases, comment Elles sont agencées. Comment c'est agencé, comment c'est orchestré, c'est vraiment des choses, je trouve, assez novatrices dans le manga, et ça contribue à l'émotion, ça contribue à tout ce qui se passe en fait dans la tête des personnages, parce que là, c'est leurs souvenirs qu'on voit, mais ils vont pas être mis en scène de façon, ouais, non, franchement. Ouais, elle est puissante, cette scène. Elle est très puissante, alors déjà, c'est violent. Même l'angle, il y a vraiment toute une réflexion qui est bien Tout pensée. y est, il a l'air là d'être dans sa cellule prisonnier. Et en fait, là, il n'y a plus d'autre choix. Lui qui est si fort, hein, qui est si charismatique et qui a tenu bon jusqu'à présent, il a même failli réussir sa mission. Eh ben non, en vrai de vrai, il est sur le point de se tuer. Alors même qu'il y a des gens qui comptent pour lui. C'est-à-dire qu'il doit être là aussi pour d'autres personnes plus jeunes, celles que tu citais tout à l'heure. Oui. Et pour autant, non, il n'est pas loin de lâcher l'affaire. Donc, ouais, définitivement, Reiner, c'est mon personnage préféré. Parce qu'il n'en prend pas la tronche, de façon assez sadique. Mais je trouve très, très, très intéressant, passionnant, quoi. Je me rappelle que ce moment, j'étais vraiment pas bien. Parce que je trouvais qu'on ressentait vraiment bien toute sa détresse. Ouais. Et tu sais, par empathie, quand tu lis ça, tu as envie de lui dire non mais t'as raison, on va se poser, on va parler, on va prendre un café parce que ça va pas. Et alors que d'aucuns penseraient comme Eren, qui mérite, en fait, limite d'en arriver là, parce que voilà, il y a énormément de choses qui se sont passées, il y a eu des trahisons, il y a eu beaucoup d'autres... Tu sais, c'est le perso que t'aimes pas pendant longtemps, et puis après tu découvres tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a traversé. C'est ça. Tu comprends ses motivations, tu comprends pourquoi il en est là, et tu n'arrives plus à choisir de camp. Donc ça, c'est vraiment la force, je trouve, des personnages de l'attaque des Titans. C'est en fait, on est dans les deux camps, et sauf que ces deux camps-là vont se friter, et qu'il n'y aura qu'un seul vainqueur. Donc, cette couverture, elle est incroyable aussi. C'est du tome 24, là... où tu les vois tous finalement à cette étape de l'innocence supposément, et personne n'a eu la chance d'être innocent réellement quand on connaît leur parcours, à tous ces protagonistes qui n'ont malheureusement pas eu le choix de leur destin.
c'est vrai que c'est dur. Il adore mettre en scène cette innocence. C'est souvent qu'on voit les personnages comme ça, en jeunes, enfants. Et... Rien que la dernière couverture, il me semble. Rien que la dernière couverture, c'était la couverture du magazine, en fait, le dernier chapitre du magazine. Et... Non, t'as raison également, celle du 34. En fait, on a l'impression qu'on fait table rase de tout. Quand on les voit comme ça, jeunes, en train de courir, super innocents, on se dit, bon, finalement... Se rapprocher d'un arbre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent un 2, 3 soleils. Enfin, on a envie de se dire... Ça, pour faire une boucle avec le même livre, c'est assez incroyable. Il y a des gens qui parlent de Gabi aussi. Ils aiment bien ce personnage. C'est vrai que c'est un personnage qui arrive beaucoup plus tard dans le récit. Ouais. Mais là aussi, l'impact est très fort. Il y a beaucoup de gens qui comparaient d'ailleurs, j'avais vu sur les réseaux sociaux, Gabi avec Eren, parce qu'ils ont la même rage à un moment donné, tu vois, à un certain point. Parce que pareil, ils n'ont pas toutes les infos, ils n'ont pas tous les détails, chacun de leur côté, ils voient que ce qu'ils voient. Et du coup, effectivement, il y en a beaucoup qui les ont comparés. Ils ont la même véhémence, le même côté un peu leader, l'envie d'affronter de l'autre côté. Et c'est vraiment deux personnages, je pense qu'Isayama les a créés exprès justement pour les mettre un peu face à face. Et c'est pour ça qu'en fait, ça m'a autant impacté ce moment où en fait Gabi tire sur Eren, parce que du coup je me dis pourtant c'est le même perso dans ma tête quelque part, c'est le même. Mais là il se passe quelque chose de très très fort. Oui, on spoil toujours. Spoil. Ne venez pas si vous n'avez pas lu. On vous respecte en vous prévenant. Mais je trouve qu'on en dit, enfin ça va, non? On pourrait faire pire, non? Je pense que ça va quand même, mais bon, c'est vrai qu'on dit quand même des choses. Il faut avoir lu jusqu'à tout ce que l'animé a fait, dans l'idée. Donc, je sais pas si les gens ils ont rattrapé un peu l'animé ou pas du tout, mais c'est vrai que ça aurait été triste de ne pas du tout évoquer Gabi en l'occurrence, parce que c'est un des personnages qui débarque et qui pas qui chasse Eren, parce que quand même Eren c'est un personnage qui a trop d'importance sur l'intégralité. Moi, par exemple, un des moments où, pour le coup, j'avais trop mal au cœur pour un perso, il y en a beaucoup. Mais, encore une fois, le papa de Eren. Oui. Parce que quand on voit justement les passages où il a été complètement manipulé, j'étais mal, je me dis, mais en fait, le pauvre gars, il a vraiment pas eu de chance non plus du tout. Dès l'enfance, hein. Lui aussi... Ah oui, parce que ce soit là-bas, que ce soit ici, je me dis, personne ne te respecte, c'est terrible. Donc vraiment, pour moi, c'est un des personnages, en plus, un personnage clé. Parce que sans lui, il ne se passe pas ce qui se passe dans cette histoire. Mais si on pense à tout ce qui se passe quand on a les révélations, ça devait se passer, quoi qu'il arrive, mais en même temps, c'est le mind blow. C'est un personnage dont on sait qu'il a les clés dès le départ, effectivement, et quand on connaît son histoire, c'est peut-être une des plus émouvantes. Faut se penser à sa sœur. Oh non, cette scène est horrible. Elle est vraiment dure. Mais du coup, elle est trop marquante et voilà, par rapport au personnage, on peut qu'être peiné effectivement pour lui. Ils sont tous d'accord avec moi, le père totalement manipulé. Ça aussi, d'ailleurs, c'est devenu un mème sur les réseaux sociaux avec Eren qui murmure à l'oreille de tout le monde. Le chuchoteur. C'est devenu le chuchoteur, mais ce n'est pas lui qui vous chuchotera, évidemment, sur Twitchy. Vous avez gagné le concours. C'est pas encore l'heure du tirage au sort. Désolé, patientez encore un peu. Mais je vous rappelle que vous pouvez toujours tenter votre chance si ce n'est pas le cas. Si vous n'avez pas déjà tapé un anniversaire titanesque, point d'exclamation sur le chat, n'hésitez pas à le faire pour peut-être remporter de très jolis cadeaux tout à l'heure pour le tirage au sort. Et du coup, on va basculer un petit peu en termes de thématique. On reste évidemment avec l'attaque des Titans, mais cette fois-ci, on va s'intéresser un petit peu plus à cet anniversaire. On a parlé tout à l'heure un peu du programme qui arrive très très bientôt, mais il faut aussi parler un petit peu de tout ce qui a déjà été mis en place, de tout ce qui a déjà été fait sur cette année pour célébrer l'attaque des Titans. Et on a justement ici responsable de la communication, directeur éditorial à nos côtés, et il s'en est passé des choses. Comme par exemple, ne serait-ce qu'avec le début de l'année, qui a été incroyable, Angoulême, on a carrément la venue de Monsieur Isayama en France. Vous l'avez accompagné, vous avez été avec lui, et je pense que tu as commencé tout à l'heure à nous donner quelques anecdotes, mais il y en a plein d'autres. Toi, je crois, Camille, que tu as été vraiment très très proche de lui, tu l'as accompagné le plus possible à tout type d'événements. Tu peux nous rappeler un petit peu tout ce qui était le programme de Monsieur Isayama sur sa venue? Oui. Donc du coup, il a fait tout le festival d'Angoulême.
en comportant, donc il a fait des interviews avec des médias. Il a fait la visite de l'exposition, que d'ailleurs il a trouvé incroyable. Il était totalement choqué du résultat, parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ça. Et en fait, je pense qu'il ne se rendait vraiment pas compte de l'importance de cette série en France et du nombre de fans qu'il y avait. Et du coup, toute l'exposition et même quasiment tout le festival d'Angoulême, il avait une petite caméra et il filmait tout. C'est vrai. Parce que en fait, son père tient un musée dans leur village natal. Ah bon? Oui. Mais c'est où ça, le village natal? On peut faire des visites touristiques ou... Bah, oui, hein, le musée est accessible, gratuit même. Dédié au Titan, ouais. Voilà, dédié au Titan. Okay. Et du coup, voilà, il filmait tout, et parce que du coup, son papa voulait faire un peu un film rétrospectif de sa venue à Angoulême et du festival. Voilà, trop... C'est génial. Alors, j'ai cru avoir une information comme quoi il serait reparti avec 1 ou 2 morceaux de l'expo. Oui. C'est véridique. Oui. On Oui, on lui a envoyé. En fait, il avait trouvé ça tellement magnifique qu'il nous a demandé ce qu'il pouvait récupérer. Et on lui avait envoyé, c'était des bâches qui étaient dans l'expo. D'ailleurs, il me semble qu'il y avait celle avec les souvenirs du tome 30. Ouais, peut-être celle-là, et puis celle où ils sont face à la mer. Et celle, ouais, il y en a une où ils étaient face à la mer. Ouais. Donc voilà, on lui a envoyé les bâches. Incroyable. Et qui, normalement, sont aussi exposées dans le musée. Mais c'est phénoménal de se dire que finalement, c'est un travail main dans la main, là. C'est fabuleux, je trouve ça magnifique, en fait, de se dire qu'il a pu récupérer des choses. En fait, ça n'arrive peut-être pas, en plus, au Japon. C'est la propriété de la maison d'édition, vous savez, c'est un peu différent. Là, du coup... vous lui avez gentiment proposé, mais bien sûr, monsieur Isayama, je vous en supplie, prenez-le. C'est dur de lui refuser quoi que ce soit, de toute façon. Et puis il avait il était tellement touché, mais sincèrement, que voilà, avec la bénédiction du festival, voilà, nous aussi on était très ravis de le régaler là-dessus. Il avait aussi été beaucoup impressionné par l'ambiance sonore. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des sons un énorme dans les boulot qui a été différentes fait. pièces. Voilà. Alors moi, j'ai pas eu la chance de pouvoir le visiter parce que mon planning ne me l'a pas permis. Puis ça avait l'air très compliqué de pouvoir avoir des accès sans avoir fait la queue au préalable pour avoir des tickets, tout ça. Mais de ce que j'ai eu comme retour des gens qui ont pu aller à l'exposition, c'est vrai qu'on était sur une immersion assez incroyable dans l'univers de l'Attaque des Titans. Je pense par exemple à Fédois Lamodière, qui est une traductrice de manga, qui a de souvenirs traduit un tout petit peu l'Attaque des Titans, puisque elle m'a montré en fait une photo d'elle dans l'exposition devant une planche qu'elle avait traduite. Et j'ai trouvé ça aussi très joli comme consécration, mais d'une autre manière. C'est un symbole. Mais oui, je crois que c'était un dépannage ou deux sur de la simul-publication quand on publiait les chapitres de l'Attaque des Titans en digital en même temps que le Japon. Et ouais, non, il y a eu un super boulot fait par l'équipe d'Angoulême pour avoir, comme tu dis, une immersion avec différentes ambiances dans l'expo où il y a un espèce de jeu d'échelle, en fait, où à un moment donné, c'est le visiteur lui-même qui devient le titan. Et là, du coup, au niveau des perspectives, de la décoration, voilà, c'était pensé comme ça. Et voilà, il y avait cette musique qui a beaucoup marqué Isayama. Et je crois le festival lui a transmis le recording pour qu'il puisse le diffuser dans son musée aussi. Alors, c'était pas que le festival d'Angoulême pour monsieur Isayama, puisqu'il a aussi eu la possibilité d'avoir des échanges avec des grands journalistes français sur des médias nationaux. Ça aussi, c'était une aventure un peu exceptionnelle, même je pense au sein de Pika Édition. Ça n'arrive peut-être pas tous les 2 week-ends. Non, c'est sûr. Oui, il a fait une interview avec Léa Salamé sur France Inter. Et après, on a eu le journal, le JT de France 2, on a eu Brut, on a eu Le Parisien. Donc c'était assez incroyable. La grande librairie, oui. Qui a été, je crois, finalement, l'entretien qui a le plus passionné les fans de l'Attaque des Titans en France. Parce qu'on le sait, ici, on est un pays où vraiment... Je ne vais pas dire qu'on vénère le manga, mais c'est vrai qu'on aime beaucoup le manga. On est, je crois, encore aujourd'hui 2e pays consommateur de manga derrière le Japon. Et de ce fait, en fait, vraiment, on est des bons otaku. Du coup, les gens avaient envie de voir des interviews dans des médias plus spécialisés, mais je trouvais personnellement que c'était juste
incroyable en termes d'avancée, d'avoir en fait un aussi grand artiste sur des médias nationaux où en plus il n'est même pas moqué. Et vraiment, effectivement, la grande librairie, c'est celui qui m'a même mis des petits frissons parce que vraiment on était d'égal à égal et il avait bien compris, il avait bien saisi quelle était l'œuvre qu'il avait lue et l'artiste qu'il avait en face de lui. Et je trouvais ça fabuleux parce que moi qui ai étudié pour travailler dans le monde de la radio, on a fait du chemin. Ouais. Mais c'est ça, c'est que là c'est avec une série phénomène comme celle-ci qu'on peut franchir des steps justement, aller toucher des gens qu'on ne touche pas habituellement. C'est pas qu'on oublie entre guillemets la fanbase, on sait qu'elle est déjà conquise, que c'est grâce à elle d'ailleurs que Jimmy Sayama a pu venir, mais ces moments-là, avec une telle exposition, il faut qu'on fasse tout pour aller chercher encore d'autres lecteurs. Et moi, comme je dis souvent, c'est un manga qui peut être un excellent premier manga pour, par exemple, le public d'Angoulême, qui est plutôt versé dans la BD. Là, on a ici un manga qui est pas du tout hermétique à ce genre de public. Donc là, c'est le moment et ça a été vraiment très bien fait. Et justement, l'Attaque des Titans, c'est une licence qui est quand même depuis donc assez longtemps chez Pika Édition, 10e anniversaire. La licence est arrivée avant que tu intègres Pika Édition, Mehdi. Ouais. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi finalement de reprendre un peu le flambeau ? Écoute, il y avait déjà de très belles choses d'engagées. On commençait à faire des éditions collector parce que si je me souviens bien, je suis arrivé au moment du tome 12. Et si mes souvenirs sont bons, le tome 12 correspond au premier collector qui a été fait, il me semble un jeu de cartes. Voilà. Pourquoi il n'est pas exposé ici? Il est dans mon bureau, soigneusement planqué. Ah, c'est donc ça. Mais moyennant une petite illu encadrée, là, tout est possible. Je vais appeler Image On a le placard. Ce qu'il en reste. Et c'est vrai qu'une de mes missions, ça a été de continuer ce travail-là, de faire de chaque tome un peu un événement, et quand c'était possible, voilà, de réaliser des éditions collector. Alors, parfois très inspiré de ce qui se faisait au Japon, ou parfois vraiment on partait d'une feuille blanche. On a proposé plusieurs concepts qui ont été validés par l'éditeur au Japon et par l'auteur. Donc ça, c'était chouette de reprendre le flambeau là-dessus. Puis il y avait aussi l'édition Colossal, qui est une très belle initiative également, qui doit trôner probablement juste derrière toi. Voilà. Parfaitement derrière toi. Là, c'est le spin-off, mais on a aussi le tome 11. Mais juste au-dessus de toi, en fait, ils sont là. On est vraiment entouré de titans. C'est ça, Et ça, j'avoue que c'est assez unique, éditorialement parlant, d'avoir en fait une nouvelle édition en parallèle de l'édition courante. Et je trouve que là aussi, ça traduit un peu le caractère un peu unique des Titans. C'est-à-dire que la volonté derrière cette édition, qui donc combine, vous voyez, hein, Colossal porte bien son nom, elle combine 3 tomes avec ce grand format, avec cette couverture réalisée par un artiste américain de comics. C'est toujours la volonté d'aller chercher un autre public. Et même si ça peut ravir encore une fois les fans de manga déjà conquis entre guillemets, d'avoir quelque chose de plus classieux, bon, il y a toujours cette obsession, moi en tant qu'éditeur, d'aller mettre entre les mains de quelqu'un qui lit jamais de manga un tome d'Attaque des Titans. Ça, je trouve vraiment que c'est une série qui se prête beaucoup à ça. C'est une porte d'entrée pour moi dans cet univers-là. Donc ça a été génial de reprendre le flambeau là-dessus. Et puis là, les 10 ans nous permettent aussi de mettre les petits plats dans les grands éditorialement. Je crois que c'était au live dernier où vous avez parlé donc de l'édition anniversaire de l'Attaque des Titans, le tome 1. Il est là. Tu l'as dans les mains. Je l'ai dans les mains tellement je suis fier. Mais j'avais décrit tous les détails de comment serait le bouquin, et en fait j'avoue que quand je l'ai reçu et que je l'ai eu entre les mains, je me suis dit c'est encore meilleur. C'était à la hauteur. C'est encore meilleur. Ouais, voilà, ça c'est vraiment le genre de... Enfin voilà, c'est un honneur de travailler sur cette licence et d'essayer de... Attends, je vais le tenir, je vais le tenir ici pour qu'on puisse voir l'espèce de gaufrage, embossage, excusez-moi, c'est un embossage, c'est ça? On peut je fais genre, je maîtrise le terme technique. Et le titan est en relief, voilà, il brille, mais il est aussi en relief. On voulait vraiment marquer le coup pour cet anniversaire-là. Et quelque part, essayer de reproduire en fait le premier... On peut dire que c'est le premier face-à-face entre le Colossal et RN. On a essayé de quelque part réinterpréter la scène du premier tome, où ils sont l'un en face de l'autre. Donc voilà, c'est toujours ce travail d'aller dénicher des visuels soit inédits, soit pas trop vus, de faire des beaux effets de fab, et puis après le contenu, voilà, très,
très heureux d'avoir eu l'autorisation de proposer les pages couleurs déjà. Merci de le mettre en avant. Il y a des pages couleurs inédites, c'est pas que celles du magazine, il y en avait d'autres qui avaient été réalisées spécialement sur l'attaque des Titans, donc elles parsèment tout le tome. Voilà, on peut dire que c'est un peu ça leur première confrontation, si on peut dire. Et puis surtout, en guise de bonus, c'est ce fameux épisode pilote qui n'est sorti que sous une seule forme au Japon. Oui, qui est à la toute fin, effectivement. Qui est à la toute fin, voilà, et qui est en quelque sorte le prototype, le one-shot, qui jetait un peu les bases de ce qu'est l'attaque des Titans. Et c'est uniquement sorti au Japon en livret, dans une édition en Blu-ray de la série télé, en guise de bonus. Oh. Et nous, on a eu du coup l'autorisation de l'intégrer à ce nouveau tome 1 anniversaire. Et voilà, essayer de constamment proposer des choses auxquelles le public français n'a pas encore eu accès. C'est un vrai bonheur. C'est une vraie souffrance pour être dans les temps et que tout se passe comme on l'a prévu, mais heureusement, j'ai une chouette équipe éditoriale. On travaille avec une chouette équipe graphique. Voilà, tout le monde y met du sien pour que tu tiennes ce bouquin dans les mains et qu'on fête l'anniversaire comme il se doit. Mais c'est génial parce que du coup, moi, j'ai eu accès en fait à cette histoire, mais en japonais. Et j'avais pas tout bien saisi. Donc c'est très très cool, effectivement, de pouvoir le voir. Et là, effectivement, au niveau du dessin, on voit que Isayama, il a bien bossé entre-temps. Ah, mais c'est ça. C'est que là, il n'était pas encore mangaka, en fait. C'était avant, c'était le prototype qu'il a envoyé du coup à Kodansha. Qu'il a présenté, ça, à l'éditeur, M. Kawakubo, qui a décelé en lui quelque chose d'assez unique et l'histoire lui a donné raison, quoi. Et c'est une belle conclusion. Voilà, n'hésitez pas à découvrir cette série si c'est pas le cas. Merci d'avoir mute si vous connaissez pas la série pour le coup. Mais sur la dernière partie, évidemment, je pense que notre autre rayon de soleil de ce côté-là a bien pensé à vous dire que c'est bon, on n'était plus dans le spoil. Et donc, vous pouvez encore vous le procurer. Je rappelle d'ailleurs, puisqu'il y a plein de gens qui étaient vachement inquiets là-dessus sur le dernier live, ce n'est pas une édition limitée qui va disparaître dans 2 jours. On est ici sur un tome qui va rester en vente durant toute l'année anniversaire. Donc s'il n'y en a plus, il y en aura. Donc les scalpers, on les oublie. S'il vous plaît, n'allez pas vous diriger vers un tome qui va coûter 500 € alors que vous l'aurez au prix qu'il est vendu dans le commerce. Vraiment, il sera disponible. Vous allez pouvoir le trouver. Tous les fans vont pouvoir être contentés. Donc vraiment, ne faites pas la bêtise. Et il va être temps de passer au tirage au sort. Qui va remporter cette tasse 10 ans que j'ai envie de voler ? On se pose la question. Est-ce que du coup on va pouvoir procéder? Petit bruit de chien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est parce qu'en fait, tout à l'heure, pour le premier tirage au sort, on était tous en mode oh le suspense. C'est la régie qui tape un délire. C'est quoi? Il y avait plein de gens qui mettaient des petits bruits de tambour et j'ai dit on n'a pas un bruit de tambour. On m'a dit non mais si tu veux on a un bruit de chien. Pas de bruit de lama, pas de... Du coup, j'ai dit, vas-y, balance le chien. Et en fait, nous, on n'a pas le son. Mais du coup, les gens du chat, ils sont là. On l'a distingué. Vous avez entendu. Ah, c'est pas un chihuahua. On est sur un Rottweiler, plutôt, dans l'idée. Donc, iconique. Ce sera notre bruit, évidemment, de tambour pour tous les prochains tirages au sort des Pika Live, hein, bien entendu. Gardez-le bien en tête, hein, ça restera pour toujours. Chien qui fait peur. On peut aussi dire ça comme ça, tout à fait. Et donc, c'est Morelli 1985 qui a remporté le lot. Bravo! C'était le dernier cadeau à remporter sur ce live, le Pika Live qui donc était consacré aux 10 ans. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'était super cool de parler un petit peu de l'attaque des Titans, surtout qu'en vrai, il y a des choses que je n'ai pas fait. on n'a pas eu le temps. Je me suis dit, ah oui, mais sinon on va finir dans les choux. Mais ça donne envie, l'attaque des Titans, c'est vraiment une licence, on pourrait en parler des heures, il y a toujours des scènes qui sont hyper impactantes, des personnages, des moments, des combats. On a tout évoqué et je suis très contente qu'on ait pu en parler ensemble et avec les gens du chat, que vous faisiez partie vraiment de notre conversation. On a pu lire vos différents avis et en plus,
meilleure team. Ils sont en train de féliciter la personne qui a gagné. C'est beau, vraiment, c'est très très beau. On est sur des très très belles émotions là. C'est magnifique. Du coup, avant de conclure complètement le live, on a donc quelques petits rappels rapides à vous faire, comme par exemple un des événements qui arrive très très bientôt, c'est évidemment le Pop-Up Store pour la série Gachi Akuta qui ne va pas tarder à sortir. Je vous rappelle que les 2 premiers volumes seront en vente dès le 21 juin. D'ailleurs, ils sont ici. Tout à l'heure, je ne vous les ai pas montrés, je vous ai raconté tout parce qu'on avait des jolies planches. Mais regardez, ils sont ici, ils sont très jolis. Dès le 21 juin et juste après, le 23 et 24 juin, à la crèmerie, vous pourrez aller vous les procurer. Mais aussi, il y aura plein de petits goodies, il y aura plein de petits happenings. Et surtout, vous pourrez avoir la couverture en édition limitée. Et ce ne sera disponible qu'à cet événement, seulement pour le Pop-Up Store. Et il y a apparemment quelque chose en plus à annoncer, il me semble. Oh, c'est pas une annonce non plus. Non, en fait, c'était pour revenir sur l'énergie de l'attaque des Titans. On pouvait pas conclure ce live sans citer en fait l'énergie de 2 frères que moi, pour ma part, j'ai rencontrés à Angoulême, qui ont fait quelque chose d'incroyable. En fait, ils ont fait en sorte, ils savaient en fait que Hajime Isayama viendrait à Angoulême, et ils ont fait en sorte de, solliciter tout un tas de mangaka partout à travers la France pour réaliser en fait un dessin tribute exceptionnel qu'ils ont fait. Donc ces frères, c'est Ryan et je suis désolé, j'ai oublié le prénom de ça aurait pu être Ryan et Ryan. Il y a un gars, il s'appelait Ryan sur le chat, mais du coup c'est pas lui. C'est peut-être lui, si c'est lui, on l'embrasse. Mais voilà, en fait, on les voit, ces 2 shikishi qui se déploient et qui en fait ont été signés, dédicacés avec des dessins en hommage à l'attaque des Titans. Ryan et Christian. Christian, tout à fait, merci. Et c'est justement Ryan. C'est et ben voilà. Apparemment. On ne t'a pas oublié. On ne vous a pas oublié. Sachez que voilà, c'est incroyable en fait ce qu'ils ont réussi à faire. Il y avait tout un tas d'auteurs qui ont joué le jeu, qui ont vraiment témoigné tout leur amour à Isayama. Donc ces 2 shikishi énormes ont été donnés à l'auteur. Il a été très touché. Et il aura même, pour la petite histoire, enregistré un mot de remerciement. Voilà, on ne peut pas le diffuser aujourd'hui, malheureusement. Et non. Mais, je peux le traduire à la volée, peut-être. Ce qui est sûr, c'est que voilà, ça prouve à quel point, je trouve que c'est la meilleure marque moi, que j'ai vue d'amour et d'affection pour cet auteur-là. Et en plus des dédicaces dont on n'a pas forcément parlé, il y a eu des dédicaces à Angoulême où là aussi les fans étaient juste sous le choc de rencontrer Isayama et lui prenait toute cette décharge d'émotions et ça l'a profondément touché. On voulait citer ces 2 garçons qui ont fait un travail exceptionnel et merci aux auteurs français qui ont utilisé la plume pour... Je me souviens vaguement parce que je les ai vus passer évidemment sur les réseaux sociaux, ils sont magnifiques. Donc de tête, mais sinon on pouvait nous donner quelques noms. Mais je sais qu'il y avait Jiggy qui avait fait un truc magnifique, il y avait... Ah mon Dieu, comment ça se prononce? ZD, je sais plus. Ziad, merci. Enfin, à chaque fois, il me le dit quand je le vois, et puis après j'oublie, c'est terrible. Il y a Jello, je crois que Jello aussi avait fait une illustration dessus. Enfin vraiment, il y a beaucoup d'artistes. Il y avait Romain Lemaire aussi, bien évidemment. Vraiment. Après, je vous cite ceux que moi j'avais reconnus au premier coup d'œil parce que ça m'avait marqué. Quand c'est des gens qu'en plus on connaît un peu IRL, du coup tout de suite ça reste mieux. Mais évidemment, il y a beaucoup de dessins. Ça tenait sur 2 grandes planches, mine de rien. Ouais, 2 shikishi, 2 grands volets dépliables. Et il était. Une marque d'amour phénoménale. Quand je disais qu'on était bons otaku en France. Ma tablette s'en retourne littéralement, pour vous dire à quel point. Donc voilà, on voulait leur faire un petit hommage, profiter de ce live pour les remercier et les citer. On me dit qu'apparemment j'ai mal prononcé Jero, c'est ça? Non, c'est pas ça. On dirait une marque de flandre. Jero. Moi j'ai toujours dit Jero parce qu'il y a un artiste japonais qui s'écrit pareil son nom et du coup ça se prononce Jero. Non, c'est pas lui du tout. C'est pas lui du tout, c'est pas l'artiste japonais. C'est Jero évidemment le mangaka français. Donc c'est pour ça, c'est par habitude, excusez-moi si c'est mal prononcé, il faut dire Jero.
Excusez-moi. Je peux La m'adapter. France, madame. Je peux totalement m'adapter, évidemment. Et du coup, nous arrivons vraiment à la fin de cette émission sur une très belle note, finalement. Je rappelle rapidement qu'il y a la tournée qui donc arrive dès le 14 juin aussi pour les fans de l'Attaque des Titans. Hein. Je vous redonne vite fait les villes où vous pourrez aller retrouver tous les autres happenings autour de la série, comme donc la Fnac de Bercy à Paris, Cultura Les Quatre Temps à La Défense, Librairie Bulle en Stock Amiens, ainsi que Furet du Nord à Lille. Et bien entendu, le plus gros des événements qui arrivent, c'est Japan Expo. Évidemment, vous allez retrouver toute l'équipe de Pika Édition, de Nobi Nobi. Ils seront là du 13 au 16 juillet à l'événement, avec sûrement plein de surprises, mais on n'a rien à vous révéler de particulier actuellement, à part un petit truc qui a presque fuité. Pourquoi tu reviens dessus? Ils ont oublié déjà. Vous avez trop confiance dans la mémoire faible des gens qui nous regardent. Mais écoutez, j'ai envie de vous croire aussi, mais je pense qu'ils sont au courant de tout. Je pense que non, ils n'oublient pas aussi vite. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous ce soir, ainsi que tous les gens qui nous ont suivis, qui étaient nombreux sur le chat, qui ont bien participé et qui ont participé aussi finalement à rendre très vivant ce live. J'étais très contente d'être avec vous. Et il y a un prochain Pika Live qui va arriver. Il sera annoncé très bientôt sur les réseaux sociaux de Pika, donc stay tuned et restez bien connectés. Passez une excellente soirée, à très bientôt. Ciao. Salut.